Salut à toi, c'est Régis. Petit instant promo avant de lancer ce podcast. Si tu veux me voir moi sur scène, je joue plusieurs 30-30 afin de créer mon spectacle et j'ai 3 dates qui sont prévues. J'ai une date le 11 avril à Mons avec Rocco Mati, un autre humoriste de la région. Ça va faire plaisir de jouer un peu à la maison. Ensuite, je joue le 2 mai au Réservoir avec Jérémy Hippé que j'ai rencontré au Québec et qui était dans un épisode précédent que je t'invite à aller écouter. Moi, je trouve que l'épisode est vraiment chouette. Ensuite, je joue le 18 mai à Charleroi avec Nathan Drapa qui était l'invité du tout premier épisode avec qui j'ai commencé le stand-up. Si tu veux me voir sur un plus long format, c'est le bon moment pour venir me voir. Toutes les informations sont sur mon Instagram, donc Régis Canon humoriste, ou sur Facebook si tu n'as pas Instagram. Tu peux aussi bien sûr venir me voir tous les mardis au Réservoir. J'anime la soirée test du What the Fun, donc ma soirée préférée à Bruxelles où on découvre de nouvelles blagues, c'est trop bien. L'ambiance est trop chouette et je m'éclate vraiment à animer cette soirée. J'adore avoir des interactions avec le public, c'est super cool. Et si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, ce soir, il y a Moana qui joue son spectacle au Petit Kings, donc n'hésite pas à prendre tes places. Si tu veux aller voir Marine, faut attendre par contre le 17 avril. Voilà, tu peux réserver directement tout ça aujourd'hui, comme ça t'as ton mois d'avril qui est prêt, et tu passes un bon mois d'avril. C'est cool. Bonne écoute et à très bientôt. D'accord. Ça vous marche? Ça vous marche. Ça vous marche. Ça nous marche. Ça me marche. On nous marche, nous marchons. Ah bah nous, pourquoi t'es nerveux? Je suis toujours nerveux. Mais tu nous as vus ou quoi? Moi, mon mode de départ, c'est nerveux. Ah, ok. Je suis soit très nerveux. D'accord. Là, je suis juste nerveux comme d'hab. Ok. Ah bah c'est mon mode. Ok, très bien. Super. Je veux juste que ça se passe T'es bien. super, tu vas être T'es super. On a Merci confiance en toi. Mais ça vous fait au moins 2 personnes dans la pièce. C'est important. Ok, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois 2 humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois 2 humoristes, 2 amis, 2 fondatrices de l'Atout Comedy Club et du spectacle Fin de soirée, 2 improvisatrices, 2 fans de jeux de mots. Je reçois Marine Sergent et Moana. Comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. C'est trop bien comme présentation déjà. Oui. Je ne vous ai pas prévenu, et là je vois votre tête que vous vous dites « Ouh, qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Mais pour commencer l'épisode, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter l'un l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quel humoriste est l'autre, comment elle est sur une scène, comment elle est avant une scène, comment elle est après la scène, son genre d'humour un peu. Présentez-moi l'autre humoriste. Je ne connais pas cette personne. Qui êtes-vous et que faites-vous sur mon canapé? Tu veux que je commence? Vas-y, je t'en prie. À côté de moi, il y a Marine Sergent qui adore qu'on la complimente, donc ça va être un super moment. Je sais pas si ça se voit. Bah non, ça se voit pas, c'est du podcast, je suis débile. Elle a ses yeux qui augmentent de volume et elle a envie de se cacher dans son bonnet, donc ça va être bien. Marine Sergent est une humoriste que j'aime beaucoup. C'est une humoriste qui a, je trouve, beaucoup de charisme sur scène et dont le sujet principal est la gentillesse, on va dire, mais pas que. Genre, comment faire quand on nous a appris qu'il fallait être gentil et une fille polie et bien comme il faut toute sa vie et comment ça se passe quand on sort petit à petit de ce carcan et comment s'autoriser à s'énerver quand c'est possible et à sortir de ce moule-là. Voilà, elle aime beaucoup les jeux de mots, elle chante très bien, elle est multicasquette. Et elle me fait beaucoup rire. Et comment elle est avant une scène, pendant une scène, après une scène? C'est du genre quelqu'un stressé, quelqu'un qui est dans son coin? Alors, ça dépend. En fait, je crois qu'elle a 2 modes. Elle a le mode panique, et donc dans le mode panique, elle va être là genre ça va pas, et elle va se toucher les cheveux comme ça, elle va dire oh ça va pas. Quoi? Si tu vas faire un truc comme ça, tu vas t'ébouriffer les cheveux, tu vas dire ah non ça va pas. C'est juste quand je me coiffe en fait moi. Excuse-moi de m'interrompre pas en fait. Et après elle va être là genre ah je sais pas, je connais pas mon texte, et puis elle va nous interrompre pour dire qu'elle est nerveuse et tout. Ça c'est le mode panique. Et sinon il y a le mode extrêmement smooth et extrêmement en confiance. Elle va dire ah non mais moi je suis certaine que ça va bien se passer. Et nous on est toutes là genre mais quoi, comment ça? Elle dit non mais regardez-moi, là, ça va bien se passer. Et là, ce que tu veux dire, c'est et est-ce que j'ai pas raison? Et est-ce que j'ai pas raison? À chaque fois que je dis que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et il y a aussi un moment où elle s'isole avec son casque et où elle écoute de la musique et elle répète son texte et elle a l'air un peu zinzin. Et voilà. C'est ça. Très bonne description. Waouh. Alors, envie de crever, mais c'est génial. Comment est Moana? Ah, Moana, comment la décrire? Elle est tellement de choses à la fois. Wow.
Moana est pour moi une des prochaines grandes humoristes absurdes de notre dizaine d'années. C'est quelqu'un qui on le dit beaucoup que c'est une planche à émojis. Elle a 1000 têtes à son actif, même plus. Elle est, en étant très bonne improvisatrice aussi, elle sait très bien elle sait de plus en plus réagir avec le public. Et en fait, c'est trop marrant parce que tu réagis complètement à ta manière et c'est génial. Et la manière de Moana, elle a toujours un grand sourire et elle part dans des délires et t'es là, je suis avec toi et j'ai envie d'être avec toi parce que c'est génial. Et elle joue extrêmement bien aussi la comédie, le drôle. Elle a un clown qui est très fort, qui moi me fait hurler de rire évidemment. Une très belle écriture aussi, beaucoup à choisir le bon mot, le bon texte. Il y a vraiment de la dentelle dans le texte et tout ça, ce qui peut parfois, attention, te desservir. Tout à fait. Parce que vous êtes extrêmement collé à votre texte, parce que le texte est très bon. Donc voilà, mais du coup ça fait un espèce de mélange stand-up, clown, absurde, théâtre, parfaitement savoureux. Ok. Oh, Et wow. comment elle est sur un plateau? Sur un plateau. Quand on dit on, c'est souvent parce qu'on parle de Lola, parce que Lola, voilà, qui n'est pas Elle est là, pas là, est un peu elle est la pas- troisième, elle est j'allais pas dire morte, troisième roue elle est du juste carrosse, pas là. mais juste pas là. Qui m'a dit Parce de vous annoncer qu'elle avait énormément le seum de Bien pas sûr, être dans l'épisode. ça ne m'étonne mais pas. elle a eu son épisode à elle avec Aurèle oui. Garcia, que Eh je ben vous voilà. invite à aller écouter. Avant fin de soirée ou dans d'autres plateaux où on connaît peut-être pas tous les humoristes, moi je suis un peu la caution sociabilité et du coup Moana, je vais parler de Moana et un peu Lola aussi, viennent un peu vers moi en disant oh, on va parler à des gens, mais tu peux aller parler à des gens et tout ça parce qu'il y a un peu ce stress et tu aimes bien t'isoler aussi avant les scènes, tu fais tout le temps des italiennes pour bien te remémorer ton texte et pareil on a besoin toutes les deux de s'isoler un peu aussi et pareil t'as l'air un peu zinzin aussi parce que je me rappelle notamment d'une fois où tu répétais ton texte et tu le répétais en me regardant droit dans les yeux comme ça de manière extrêmement intense et j'étais là, c'était très drôle et en même temps très flippant. Et donc voilà, t'es un peu comme ça avant. Sur scène, quand on n'a rien à foutre, c'est encore au-dessus parce que tu pars en sucette et c'est génial. Et on voit que tu prends du plaisir et que t'aimes ça. Et après, on se fait toujours des câlins et tout en mode ah, c'était super et ça c'est trop bien. Plein de compliments. Super, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Marine est très people pleaser, mais elle a bien fait ça. Parfait. Je suis exactement pareil, sauf sans le côté sociable avec les gens sur le plateau. Ah, bah, Si personne me parle, je n'ai jamais parlé à personne. et ben on ira toujours te parler, Régis. Oui, Très gentil. c'est vrai, J'apprécierais énormément. Mais tu sais que j'aime bien quand je suis dans des plateaux avec toi parce que je me dis ah ok, on va pouvoir parler avec Régis et ça va être bien, ça va être chouette. Ouais. Ah, il est gêné, sourit. Il est gêné. Regardez-moi ça. Trop content. Petit chou. Voilà, j'ai tout ce que je voulais. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Est-ce que vous deux, vous êtes consommatrices de podcasts? Oh oui. J'en ai. En fait, j'ai quelques podcasts que j'écoute. C'est un peu ma routine de la semaine. Je commence le lundi avec évidemment le Floodcast, obligatoire. Et puis j'ai un autre podcast que j'écoute qui s'appelle Just Break Up. C'est un podcast américain de 2 personnes queer qui donnent des relationship advice. Et donc, ils sont là genre, non, mais quel est ton style d'attachement? Ah, d'accord, c'est pour ça. Tu sais, il faut se pardonner soi-même et tout, c'est trop bien. Attends, ça te ressemble pas du tout, ce genre de podcast c'est où je quand même donne fou. où je donne des conseils. Je donne toujours des conseils de relations. Alors que Ils moi-même... sont souvent très bons. Oui, c'est vrai. C'est grâce à ce podcast. Hein. Bref. Et ensuite, le mardi, j'écoute 4 quarts d'heure, un podcast avec Kalindi Rumpel, Alix Martineau, Louise Petrouchka et Camille Laurente, qui est stand-upeuse. Camille Laurente. Et c'est un podcast très chouette parce que c'est 4 meufs très drôles qui sont très copines et qui racontent un peu ce qui leur arrive et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis après, j'écoute Conan O'Brien Needs a Friend, qui est aussi un podcast où il y a beaucoup d'humoristes américains. Et Conan O'Brien est lui-même très très drôle. C'est vrai. Transfert aussi, quand je veux entendre des histoires de j'étais dans la rue, j'ai rencontré cet homme et il était bizarre. À chaque fois, c'est sur des hommes bizarres. Okay. Voilà. J'ai été très podcast, je le suis moins là maintenant, vraiment j'écoute le Floodcast et je reponce des épisodes que j'ai déjà entendus parce qu'en ce moment je suis dans une phase où les produits culturels que je consomme doivent être un peu doudou et donc du coup j'écoute ou je regarde ou je lis que des trucs que je sais qui vont être un peu doudou et le Floodcast c'est un peu ça, surtout les épisodes avec Pyjama. Et j'ai découvert le Floodcast avec Moana, il y a 1 an et demi je connaissais pas le Floodcast. Sinon j'ai une grosse période transfert et les pieds sur terre aussi où ça raconte plein d'histoires pas possibles mais je sais pas, ça m'est passé. Est-ce que je peux faire une toute petite Je t'en digression sur supplie. Transfert? Mais c'est ce que j'essayais d'expliquer. Transfert, 90% des épisodes, c'est une meuf qui dit oui, j'étais tranquille dans ma vie et là j'ai rencontré Fabrice. Et tu sais, dans 90% des cas, que Fabrice est fou et que Fabrice va lui faire vivre un truc horrible. Dès qu'elle Ça va dit finir et que par... ça va finir genre il était Il se déguisait trafiquant en de drogue kangourou. et il a essayé de manger mes organes et à chaque épisode c'est ça. À chaque épisode c'est ça. Bref.
Exactement, et je sais pas, j'aime bien. Donc je suis plus, par exemple, je vais consommer des séries. Genre là, il y a un truc sur la philosophie du rire, ou truc comme ça, mais c'est chiant. Et j'étais un peu là, genre, oh, vraiment, c'est pas très intéressant. Donc parfois, j'essaye de m'attaquer à des séries de podcasts comme la dernière série sur l'inceste, notamment, je ne me rappelle plus. Peut-être une nuit. Ou peut-être une nuit, merci, qui est incroyable, mais très hardcore. Attention, c'est hardcore. Trigger warning, c'est très hardcore, mais c'est super. Et quand j'entends, faut que trop que t'écoutes cette série-là ou cette série-là, je les écoute. Il y a Député aussi, qui est hyper intéressante sur la vie des députés en France. Enfin, c'est pas la vie, ça suit des députés en France. Et donc, c'est beaucoup des séries comme ça. J'ai pas beaucoup de trucs genre réguliers. Les filles ont essayé de m'initier à 4 quarts d'heure, mais j'ai pas réécouté depuis qu'on a écouté ensemble. Mais voilà. Et puis, j'ai perdu mon casque audio Bluetooth. Ce qui fait que maintenant, voilà, ma vie est moins remplie de sons. Mais donc, pas trop podcast d'humoristes qui parlent d'humour spécialement. J'en ai soupé, j'en peux plus en fait. Okay. Non, pardon. C'est vraiment le meilleur truc à dire dans un podcast qui n'est essentiellement que ça. Hein. Non, mais parce que là, l'entièreté, c'est que ça. Je suis désolée. Tu vas passer un moment horrible. Attends, mais non, parce que là, c'est moi. Mais non, je déteste ce moment. Je déteste. Je suis. Non, alors, attends, non, parce qu'elle je suis arrivé à l'heure pour cette merde. Excusez-moi, je fais du vélo, moi. Attends, je m'en suis pas rendu compte en le disant. Mais il faut savoir que je suis très fatiguée, d'une. Et de deux, là, c'est moi qui parle, donc c'est pas pareil. Je crois que c'est tellement une humoriste. Ah non, mais je suis peux plus les écouter. désolée. Mais alors, moi, parler de moi. Mais oui. Non, mais attends, après, moi, je vais pas réécouter ce podcast. Non, si c'est. Marine, arrête. Non, c'est pas vrai. En plus, j'ai écouté plein d'humour humoristique. En plus, pour de vrai. J'en ai écouté plein, et c'est toujours trop bien. Je passe un excellent moment, moi. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de podcasts où j'écoutais des humoristes parler. Et moi, je passe aussi par phases. Il y a des moments où ça passe par des phases de dégoût parce que j'en ai trop mangé, tu vois. Okay. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de ton travail, Régis. Je t'adore. Il n'y a pas de problème. Mais ça me fait toujours rire quand les gens disent les humoristes, je peux pas. Dans un podcast qui fait que la promotion de ça. C'est vraiment. Après, on en reparlera, mais j'ai bossé beaucoup avec des humoristes, donc j'ai beaucoup écouté des humoristes me parler de plein de trucs et ça va quoi. Mais moi, j'ai écouté tous tes épisodes. J'ai commencé à écouter tous tes épisodes quand j'ai commencé à faire du stand-up pour un peu connaître la vie des gens avec qui j'allais travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes belges. T'as commencé par beaucoup d'humoristes belges. Et aussi, j'ai commencé en écoutant... Enfin, les premiers épisodes que j'ai écoutés, c'était aussi les deux gars du Floodcast parce que je les aime beaucoup. Ok, oui. Voilà. Comme j'ai eu Florent Bernard et Adrien Méniel. Ouais. 2 épides vraiment cool. Comment ils sont en vrai? C'est trop bien. C'est vraiment trop chouette. C'est dans les épisodes des gens les plus gentils que j'ai eu dans le podcast. Ils sont incroyables. Je suis content parce que tous ceux que j'admirais, que j'étais trop fan, je n'ai pas été déçu. Genre, pour le moment, rencontrer ses idoles. Attends, avant de rencontrer. Non, alors, en tout cas, rencontrer ses idoles via un podcast, pas mal. Ouais, trop bien. Après, ils se mettent sur leur bonjour puisqu'ils sont tous interviewés. Donc, je veux pas dire, c'est facile de savoir que tu dois être sympathique pendant le temps de l'interview. Ça serait très bizarre que les gens soient très désagréables avec moi, sachant que je vais leur parler pendant 2 heures et faire leur promotion de leur travail après. Et puis je crois que quand les gens parlent d'eux-mêmes, ils sont plus gentils. Aussi. Oui. Mais voilà, ils sont très chouettes, ils ne m'ont pas déçu du tout, ils sont super sympas, ils ont même reparlé du podcast, ils ont repartagé. Oui, j'ai entendu dans le podcast. On est dans un loop, en fait. On est à... Une personne de Florent Bernard et Adrien Méniel. Oh my god. Une personne assez éloignée, je vous avoue. Mais non, mais c'est pareil. Mais moi, leur frère, ok. Par contre, moi, j'ai un peu peur. Pardon, on diverge tellement. Mais oui, par contre, moi, j'ai trop peur que si un jour, imaginons on fait le Floodcast un jour, c'est possible, tu vois, peut-être. Manifesting. J'ai dit ça et Adrien Méniel voudra jamais me rencontrer. Mais si, pourquoi pas. Écoute, moi, j'ai trop peur qu'on essaye trop de dire, vous avez vu, on a compris tous vos délires. On connaît trop vos délires. Laisse-moi tranquille. Tu peux faire l'animal. Tu peux faire le jaguar là qui crie. Non, c'est le jaguar. Le lynx, putain. Je serais là. Mais c'est pas du tout ça. Ça envoie du sax, les gars. Ça envoie du sax. Toutes les 3 minutes. Et en plus, imagine, t'es trop en retard sur le truc et tu dis alors c'est Black Mirror ou quoi? Alors qu'ils supportent plus qu'on dise ça. Mais oui, il faut être up-to-date. Bon, bref. Mais avant de revenir sur vos parcours, j'ai envie de parler de vos actualités. Vous travaillez donc tous les deux sur votre premier spectacle. Mona, t'as fait un 30-30 avec Dena au Petit Kings le 12 février dernier. Comment ça s'est passé? C'était génial. C'était trop bien. J'avais l'impression que c'était mon anniversaire aussi parce que je connaissais pas 5 personnes dans la salle. Le reste, je les connaissais. Mais c'était aussi, comment dire? J'ai souvent des crises de légitimité où je me dis, mais pourquoi je fais ça? Super, t'as compris? Ouais, ok, merci. Mais ça m'arrive souvent. Mais il y a aussi quelques petits moments où je me dis, en fait, je suis peut-être faite pour ça, ou je peux être faite pour ça, ou c'est ce que j'ai envie de faire et je pourrais peut-être à un moment faire ça de ma vie. Et le 12 février, c'était un de ces moments-là
Cool. où j'étais là genre en fait en fait c'est trop bien parce que je me suis sentie parfaitement à ma place tout le long et aussi surtout je me suis dit ok c'est une première étape de travail et je commence à voir à quoi pourrait ressembler le spectacle et ça m'a un peu ouvert la voie pour la suite quoi. Je me suis dit ok maintenant j'ai un horizon de travail et tout ce que je vais faire par la suite va être dans le but de construire ce premier spectacle et c'est trop excitant. À fond. C'est trop excitant. Et justement, comment tu envisages la suite? C'est quoi les prochaines étapes que tu vas mettre en place? Le titre du spectacle, tes étiez à penser, l'affiche? Oui. Ben en fait, alors là, je vais exclure humeur humoristique. Oh yeah. Je sais pas pourquoi je dis ça, les gens s'en foutent. Ouah, le scoop. Les gens sont là. Quelle est l'actualité de Moana? Pas du tout. Mais en fait, à partir d'avril, je vais faire une pause carrière dans mon travail de jour. Je vais prendre 6 mois pour juste me consacrer à l'humour. Et le but de ces 6 mois va être de construire le spectacle. Et donc, pour l'instant, au vu de ce que je suis en train de faire, j'ai envie de construire... Le thème, ça va quand même être vachement l'adolescence et mon adolescence. Et l'adolescent, quand on était adolescent, genre l'adulte qu'on aurait voulu être et l'adulte qu'on est vraiment, en fait. Ok, nice. Avec un peu les codes de l'adolescence de mon âge, donc les codes années 2000, quoi. Donc de la pop culture de ces années-là, Skyblog, et un peu quelle adolescente j'étais et quel adulte je rêvais d'être et qui je suis devenue finalement. Avec Nice. un peu de féminisme, beaucoup de féminisme quand même derrière. Des choses queer aussi. Jusque-là, rien ne me surprend. Voilà. Passage mascu à un moment, là ça te surprend. Ah là, tout de suite? Ah oui, à un moment, je fais mon coming out incel. Pas du tout, pas du tout. Enfin, quoique, j'ai quand même été très problématique dans mon adolescence. Mais pour ça, il faut venir au spectacle pour le voir. Ouh, ça c'est du teasing, j'aime bien. Que l'idée de ces 6 prochains mois, c'est de travailler activement sur le spectacle. Et donc, la prochaine date, c'est le 1er avril, premier jour de ma pause carrière, mon autre 30-30 Opti Kings, où je continuerai à travailler sur le spectacle. Et tu fais ça avec qui cette fois-ci? Avec Tyla. Tyla, nice. Ouais. Que j'aime beaucoup aussi, que j'essaie d'avoir dans le podcast, mais il faut que je trouve une association. Ok. Marine, toi, on peut te retrouver un lundi par mois au Petit Kings, également avec 1 heure avec Marine Sergent et les Gentils. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle? Comment ça se passe pour le moment? Oui, ça a commencé en septembre, 1 fois par mois. Et en fait, donc comme Moana l'a dit, moi j'ai un axe qui parle de gentillesse. Alors tout le spectacle parle pas de gentillesse, ce serait quand même très chiant. Quoique ce serait la définition même de tirer un sujet, quoi. Mais j'aime bien l'idée d'être un peu calqué de l'humoriste gentil. C'est pas du tout ça parce que je suis personne me connaît. Mais j'aime bien l'idée de vraiment tirer ce fil-là, en tout cas dans mes invitations, dans ce genre de choses et tout ça. Sachant en plus que la prochaine, j'invite Chloé Fromentin qui fait de l'humour noir. Donc ça va être rigolo. Que j'ai vu sur 10 minutes et que j'ai trouvé super et que j'aime bien. Et donc pour le moment, donc à chaque fois, je fais 30 minutes avec des ordres différents, je rajoute quelques petits sketchs. Enfin, j'ai écrit beaucoup de nouveaux trucs, mais que j'ai pas encore osé tester. Et donc là, les prochains, en fait, avril, mai, juin, je me suis dit, Marine, tu te forces, t'as 10 minutes de nouvelles blagues à tous tes 30-30. Voilà, je me suis donné ça comme objectif. On va peut-être réduire à 5, mais l'idée, c'est au moins d'aller dans cette direction-là parce que j'ai du matériel. Mais là, j'ai passé une semaine au fin fond du trou du cul de la Bretagne sous la tempête et c'était la pire idée de ma vie, mais parce que j'étais toute seule sous la pluie. Bref, mais j'ai pu réfléchir un peu au spectacle et là je sens que il peut prendre plein de directions et qu'en fait il va falloir que je choisisse et que je sais pas et plein de directions qui peuvent sembler un peu banales genre ouais mais c'est quasiment la même chose. Bah non, c'est pas exactement la même chose. Donc j'ai pas encore d'idée très claire donc je sais pas quoi en dire mais voilà. Et donc aussi l'idée c'est d'inviter des gens que j'aime bien et ça a été le cas jusqu'ici, ça a été que des humoristes super chouettes. Mais j'aimerais bien avoir 1 heure en septembre. Voilà, ça c'est mon objectif. Objectif 1 heure en septembre. C'est ça. Ok. Voilà. Sinon, on peut vous retrouver toutes les 3 avec Lola Destienne, qui, je rappelle, a énormément le somme de pas être là. Paix à son âme. Paix. Non, pas du tout. Pourquoi? On pense à toi, petit ange. Petit ange. Petit enfant turbulent. Tu es parti trop tôt. On te voit demain. Mais viens à la répète demain. Elle doit bien s'amuser là-haut avec des proches. Avec des projets collés. C'est une dédicace au podcast. Ah, ça, on voit du On sac. force Ah trop. là là. On force trop. Donc vous avez toutes les 3 le spectacle qui s'appelle Fin de soirée, que j'ai eu l'occasion de voir au Kings of Comedy Club. Les prochaines, c'est le 27 mars et le 24 avril. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle? Et est-ce que ce spectacle est différent de ce que vous proposez sur scène vous-même? Absolument. Fin de soirée, en fait, ça a commencé
parce que Lola, Marine et moi, on se connaissait un petit peu en dehors du stand-up. On avait une amie en commun qui s'appelle Léa Charlet. Big up. Big up. Big up. Mais on n'était pas forcément amis. Et le fait de faire du stand-up ensemble, ça a fait qu'on est devenus très proches. Et toutes les trois, on s'est rendu compte que on aimait beaucoup faire des blagues ensemble. Et quand on commence le stand-up, les fanas d'humour qui nous écoutent le sauront. Que Marine déteste. Que Marine Allez tous vous faire que Marine conchit le sauront. Chie dessus. Non, chie dessus. on en parlera plus tard. Mais non, enfin, les humoristes sont super. Quand on commence le stand-up, on n'a pas une heure directement. Souvent, les gens se mettent avec d'autres copains et font de ce qu'on appelle des 3 fois 20 minutes. Et donc, nous, on a commencé à faire 3 fois 20 minutes, chacune 20 minutes. Ensemble, ça faisait 1 heure. On a fait une première fois à Paris, ensemble. Et puis après... Et ouais. Et après, on a fait notre premier 3 fois 20 au Kings. Et c'était génial. Et quand on l'a fait, on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être moyen de faire plus que juste 3 fois 20 minutes et de faire quelque chose qu'on voit pas trop. C'est un vrai trio d'humour avec des sketchs qui interagissent les uns avec les autres. Et donc, on a fait la première version de fin de soirée, qui est une espèce de comédie musicale, mais pas que, il y a quand même des gros blocs de chacune de nous, et au milieu, il y a des petites surprises chantées de nous trois, parce qu'on aime toutes les deux la musique. Toutes les trois, la musique. Pardon. Lola. Oh, waouh. Petit ange, parti trop tôt. Ouais, Lola. Mais en fait, la forme va un peu changer parce que pour le moment, le matériel qu'on fait en fin de soirée, vous pouvez un peu le retrouver sur les plateaux, sur nos spectacles et tout ça, parce que ça nous identifie beaucoup. Mais là, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est de réécrire du matériel spécifique fin de soirée, en fait. Donc, je pense que c'est toute la question de savoir notre personnage sur scène. Est-ce que c'est le même quand on est toute seule ou quand on est toutes les trois? Sensiblement, mais on va accentuer certains aspects un peu plus de chacune. On va voir un peu comment est-ce qu'on est. En fait, les deux autres vont refléter une partie de nous particulière. Donc, en fait, on va dire comment on est toutes les trois dans une situation, comment les deux réagissent quand elles sont toutes les deux, comment une réagit vis-à-vis des deux, etc., etc. Et donc, en fait, ça crée, nous, on a pensé à plein de situations qu'on va réécrire un petit peu, parce qu'au début, c'était un peu un 3 x 20 amélioré. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on réécrive plein de trucs nouveaux. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais on travaille avec quelqu'un qui est incroyable, qui s'appelle Alexandra Henry, qu'on aime d'amour. Big up. Qui va nous aider, qui nous aide un peu déjà à la mise en scène, aux idées et tout. Et ce travail-là, je le trouve super parce que j'ai jamais fait ça de la création pure à 3, quoi. À part dans les chansons qu'on a déjà faites. Oui. En fait, il y avait une version 1 de fin de soirée. On a obtenu une bourse pour faire une version 2 avec Alexandra Henry, mais pas que. On a aussi travaillé les chansons avec Mickey Bocard, qui est un improvisateur et un musicien et un comédien qui nous aide à travailler les chansons. Et tout ça a été permis aussi grâce à notre agent, Damien Aresta, qui nous pousse à faire ce projet, qui est un projet qui est un peu inédit, on pense, qui est un projet qui mêle à la fois du stand-up, de la musique. Ça va pas être que des sketchs, mais il y aura probablement des petits moments un peu plus sketch dedans. Peut-être qu'on veut mettre un peu d'impro. En tout cas, ça va être un truc un peu hybride. Les trios de stand-up. Depuis les inconnus. Les filles. Allez, les filles. Les trios de 3 meufs qui font du stand-up. Je sais pas s'il y en a beaucoup, en fait. Je sais qu'il y avait Manon Le Pomme qui faisait un spectacle avec 2 autres humoristes, mais je ne sais plus le nom. Je crois que c'est 3 amis, quelque chose comme ça. Ouais. Qui faisaient ça en trio, mais sinon, de mémoire comme ça, j'en ai pas d'autres qui viennent, quoi. Florence Foresti a commencé avec 2 autres amies aussi. Elles étaient à 3 il y a longtemps. Et elle faisait du sketch, principalement, ouais. Parce que c'est plutôt genre qu'il y ait des trios d'humoristes, ça il y a, ça c'est sûr, mais des trios de stand-upeuses qui font du stand-up, de la musique et parfois maintenant du sketch, je sais pas si c'est très courant. Ouais, je crois pas. Et d'ailleurs, demain, on va tester la première version d'une nouvelle chanson aussi. Ouais. Ça va être qui tout double. Je pense que le Kings va nous regarder en disant qu'est-ce qu'elles font. Moi, je suis trop fière de cette chanson. Moi cette aussi. chanson nous rend trop heureuse. Oui, elle est trop bien. On l'a écrite en résidence et tout, c'était trop bien. Maintenant, on va la tester sur scène. Ça va être crash test, quoi. Okay. J'ai hâte de l'entendre parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir le spectacle que j'ai beaucoup aimé et que je pense qu'il peut ouvrir à des gens qui aussi sont moins fans du stand-up pur. Ça peut les amener à aller voir un spectacle où il y a plusieurs ambiances, il y a des ruptures dans le ton puisqu'il y a 3 personnes, donc il y a 3 façons de faire, il y a les chansons aussi. Donc je trouve ça très intéressant pour des gens qui veulent découvrir aussi plusieurs humoristes et qui se disent je sais pas si je vais accrocher sur un spectacle complet puisque c'est aussi 3 humoristes qui travaillent un spectacle, donc qui est en création, mais je trouvais ça vraiment chouette et les moments où vous êtes ensemble, il y a l'amitié que vous avez les unes pour les autres qui ressort beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à aller voir le spectacle. Donc le 27 mars, prochaine date, et 24 avril, prochaine
prochaine date après la sortie de cet épisode, puisque vous en avez une demain. Mais là, désolé, je ne saurais pas monter l'épisode pour demain. Je suis vraiment C'est désolé. ok. Il n'y a pas de problème. Je C'est fais ok, aussi un people Régis. pleaser, mais demain, j'ai pas le temps. Sinon, au niveau plateau, Marine, t'as aussi le Gentil Comedy Club ou c'est terminé? Non, la prochaine, c'est vendredi. Ton nom est pour les prochains. Enfin, Ah, mais j'ai c'est envie pour ça que je d'inviter. t'en parlais. C'est ça, oui, bien sûr. Non, oui, parce que je me suis dit pareil, on va continuer à tirer, en fait. Et alors, il s'avère que quand j'ai lancé le Gentil, il y a un compte à Strasbourg qui s'appelait aussi Gentil, parce que comme une abrutie, j'avais pas vérifié. Et ça s'est réglé comme des gentils, à savoir que on s'est écrit, j'ai dit, oh, je savais pas du tout, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Si j'avais pas, il me dit, ah mais non, mais pas de souci, c'était juste pour te dire. Mais toi aussi, tu viens quand tu veux. Ah ok, trop bien, merci, bisous. Enfin, c'était vraiment. Moi, C'était j'aurais trop. adoré que vous chiez l'un sur l'autre, que vous vous battiez. Les deux trucs s'appellent le Gentil Comedy Club et qui se retrouvent dans la Le rue bad devant buzz, le va te Kings casser en la mode, gueule. c'est qui les gentils? C'est nous. Comment tu nous piques notre concept, espèce de sale... Oh là. Oh là Non, oui, tout à... Mais j'ai eu peur de ça parce que moi, ça me terrorise ce genre de truc et ça me terrorise en fait qu'on me dise c'est ma blague ou c'est mon truc. Et là, c'était vraiment mon pire cauchemar et en fait, il a été adorable. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était chouette. Et là, pareil, c'est juste parce que, en fait, il y a eu que 2 sessions pour le moment qui étaient trop cool. J'aime bien l'idée d'avoir un plateau. Je peux faire ma progra, créer un environnement sympa. En plus, c'est au Sounds à Bruxelles, qui est un club de jazz qui est juste trop beau. Et j'ai trop hâte en fait que ça prenne un peu de nom pour qu'on ait un Sounds un peu full rempli quoi. Ça demande beaucoup de travail et de temps que j'ai pas toujours, mais j'ai pas envie de lâcher ce projet. Je trouve ça vraiment chouette et ça me permet moi peut-être de tester des nouvelles blagues aussi si je peux, même si je fais pas des passages entre. En fait, je passe et je présente très rapidement pour juste faire en sorte que les gens se sentent bien. Mais enfin, avoir un lieu comme ça un peu à moi qui continue sur le gentil avec plein d'humoristes que j'aime bien, je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Moana, tu as animé plusieurs fois pour le What the Fun au centre culturel de Floref ou pour le Winner Hall où vous partagiez avec Marine d'ailleurs. Est-ce Et que Lola. Pardon, et Lola aussi. Oui, petit Désolé. ange. Qui a le somme de pas être là. Trop tôt. Parti trop tôt. Ah là là, qu'est-ce qu'elle doit se marrer quand même. Elle doit se marrer. Avec des Avec- proches. Et- Mais est-ce que le rôle de MC, c'est quelque chose que vous aimez tous les deux remplir et que vous trouvez que vous faites bien? Moi, j'adore ce rôle. C'est un rôle dans lequel j'ai beaucoup plus de liberté parce que, comme disait Marine, effectivement, c'est un truc sur lequel je travaille. J'aime beaucoup écrire et comme je choisis soigneusement chaque mot, ce qui est parfois une erreur. Des fois, je me colle à mon texte vraiment trop. Même team. Et c'est un truc que je suis en train d'apprendre à ne plus trop faire parce qu'en fait, quand on se laisse un tout petit peu plus de liberté, en fait, on est plus drôle parce qu'on est plus spontané. On le sait. C'est pas pour autant qu'on le fait, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je travaille. J'essaye de travailler beaucoup. Mais quand on est MC, il n'y a pas de texte, en fait. On fait ce qu'on veut. Et moi, venant du monde de l'impro, c'est aussi quelque chose que je sais faire, en fait. C'est même quelque chose avec lequel j'ai commencé. Être sur scène sans aucun texte. Et c'est quelque chose que je fais bien, je pense, et que j'adore faire. Et le rôle de MC me reconnecte avec ça. Parce que quand on est MC, on n'a pas besoin d'être drôle. Quand on est MC, on doit juste mettre une bonne ambiance. Et ça enlève tout de suite la charge qu'on se donne en tant qu'humoriste d'être drôle, d'être rythmé, de faire des punchlines et tout ça. Donc ce rôle-là, je l'aime beaucoup et c'est aussi un rôle, je trouve, et qui est parfois un peu que je vois pas toujours partout, mais je trouve que c'est très important. Le rôle du MC, c'est aussi de mettre en confiance les humoristes avec qui on est. C'est-à-dire que si les humoristes passent un bon moment hors scène, ils vont passer un bon moment sur scène. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, le care, en fait, faire attention aux gens qui sont avec moi sur le plateau et ensuite faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, en fait. Le public et les humoristes. Et je crois que ça c'est fondamentalement le rôle du MC. Du coup, c'est un rôle que je trouve trop cool. Et toi, Marine? Oui, pareil, au plus les gens sont à l'aise avant la scène, au plus ils passent un bon moment, même si par exemple, tu vois, t'as 15 personnes dans ta salle, c'est pas, entre 10 et 15 personnes, c'est pas ouf. Les gens sont quand même contents d'être là, parce qu'on est ensemble, parce qu'on se marre, parce qu'on va tester des trucs, parce qu'on passe un moment joyeux. Et ça, je pique une des phrases de Moana, que le stand-up, c'est avant tout des moments de joie. En tout cas, c'est ce que moi, c'est c'est la personnel. base. Voilà, c'est ça, c'est un peu la base. Et donc l'idée, c'est de faire un bon passage, etc. D'accord, mais avant tout de passer un bon moment. Et la première fois que j'ai fait MC, j'étais hyper stressée et c'était ok. Et en fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus confiance. Je trouve qu'on apprend de plus en plus à traiter avec des salles qui peuvent être un petit peu dissipées aussi, Ouais. parce qu'il faut quand même le faire, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais faut quand même le faire de temps en temps. Et c'est vrai que jusqu'ici, le fait de prendre soin des humoristes qui passent sur scène, mais en fait, ça change tout pour moi dans la performance. Il y a des gens qui en ont peut-être pas besoin, mais je pense que
malgré tout, ça fait la différence. Moi, je sais que j'en ai un peu besoin, et au pire, si j'ai un MC qui me parle pas plus que ça, c'est pas grave, je fais le taf et je me focalise sur la scène, et tant pis. Mais c'est encore mieux de se dire, j'ai envie d'arriver avant et j'ai envie de rester jusqu'à la fin, de voir tout le monde. Moi, parfois, je double book ou triple book, enfin, ça arrive aussi, mais j'aime bien me dire, bah non, je double book pas, ce soir, ça va être quelque chose d'important, ça va être un moment chouette, j'ai envie de passer du temps, de parler aux gens et de m'amuser, quoi. Et j'aime trop. Dans ce que vous dites, je me reconnais parce que je fais MC aussi. Mais ce que j'aime aussi et que je développe, parce que moi je suis un peu comme Moana, très attaché à mon texte quand je fais un passage, c'est que ça me permet de découvrir mon naturel sur scène que j'ai pas toujours quand c'est un texte, parce qu'on voit que c'est un texte, et le fait d'animer sans texte permet de découvrir un peu. Puis comme ça, quand je suis naturel, il faudrait que je l'intègre plus dans mon texte, et juste dans la façon de parler, de m'exprimer aux gens. Ouais, j'aime beaucoup le rôle d'MC, je m'éclate à la soirée test. C'est trop bien. C'est trop chouette. Et je t'ai vu, et c'est trop cool. T'es un trop chouette MC. T'étais hyper bienveillante, donc ça a fait du bien d'être sur tes scènes. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi. Moi, maintenant, j'essaye au maximum de me forcer à faire des blagues que j'improvise après chaque passage. J'ai un petit gimmick que je fais quand je suis à l'aise, genre un humoriste passe et j'écoute tout son passage, ça me force à écouter tout son passage, et après je retiens 2 choses de ce que nous a dit la personne, et à partir de là, je dis des blagues, et des fois c'est des impros totales. Et en faisant ça, c'est-à-dire en écrivant pas du tout, ce qui pour moi est vraiment sauter d'un avion sans parachute, voilà. Ce qu'on déconseille au passage. Décédé, clairement. Ne le faites pas. Essentiellement crevé, quoi. Et ben, faire ça m'a permis de développer des blagues que maintenant je fais dans certains de mes sets, en fait. Parce que j'ai eu une idée en écoutant un humoriste, en me disant, ah, ça me rappelle ça, je vais en parler sur scène. Ah, en fait, ça maintenant, c'est dans un de mes 10 minutes, j'intègre ce truc-là. Trop bien. Par rapport à ça aussi, ouais, trouver son personnage naturel sur scène, c'est vachement bien. Ça reste un personnage pour moi, mais c'est vrai que il est juste plus proche de toi, quoi. C'est ça. Et du coup, il est plus sincère, et c'est trop chouette. Et en plus, moi, je trouve, ça c'est peut-être, je sais pas, mais je trouve que les plateaux d'humoristes, pour moi, ça reste des formes de spectacle. Et donc, quand tu écoutes ce qui se passe avant toi, je trouve ça intéressant de pouvoir parfois toi rebondir dans tes passages, et qu'en fait le truc c'est que s'il y a un humoriste ou une humoriste avant toi qui a parlé d'un truc et que tu utilises par exemple le même mot dans ton passage mais que tu rebondis pas sur ce qui s'est passé avant, je trouve ça dommage. Je trouve que ça empêche un espèce de callback où tu peux dire ah bah comme disait d'ailleurs Oriane quand elle a dit ça m'a fait penser à, et en fait je trouve ça encore plus chouette d'avoir ce sentiment de j'ai écouté mes collègues, alors faut pas le faire tout le temps, c'est pas grave, enfin j'avais pas de, mais je trouve ça assez intéressant de créer de la connivence avec les humoristes et le public de cette manière-là. Le truc c'est que quand on fait beaucoup de plateaux d'humour, on connaît fort par cœur tout ce que tout le monde fait, et il y a des fois où je comprends complètement, on arrive, on est fatigué, enfin moi ça m'est aussi arrivé récemment de partir plus tôt parce que je suis crevée, je combine plein de choses et tout, et donc on n'a pas forcément l'énergie de tout écouter, et notre cerveau va ailleurs. Mais je trouve quand même que si on peut au maximum genre s'imprégner de ce que font les autres, écouter, leur montrer de l'attention, être là et pas forcément être sur son téléphone, genre écouter au maximum ce que font les autres humoristes, c'est vachement bien aussi parce que ça nous permet aussi nous d'être plus présents dans ce qui va se passer, et d'être à la fois de respecter ce que font les autres, mais aussi d'être meilleur sur scène, je pense. Je suis à fond d'accord avec ça, mais d'ailleurs ça me permet de lancer la suite. Alors, parce qu'on parle d'espace safe où on peut s'exprimer et tout ça. Cette année vous avez lancé la 2e saison de l'Atout Comedy Club que vous avez créé en 2021 avec Hortense, Céline Scoyer et Lola Destienne. J'espère que je prononce bien les noms de tout le monde. Tout à fait. Il s'agit d'un collectif qui cherche à offrir un espace plus safe pour les femmes et les minorités de genre dans le milieu du stand-up. Aujourd'hui vous avez un open mic au Petit Kings, des soirées au centre culturel de Bruxelles qui sont trop chouettes, j'ai été voir la dernière qui était trop chouette, et des soirées de gala à Los à Moelle que j'ai vu également une fois qui est super chouette. Je trouve que Hortense et sa vente aux enchères m'éclate. Une star, on l'embrasse. Elle n'est pas partie trop tôt, contrairement à Lola. C'est horrible qu'on parle de Lola comme on n'arrête pas de parler d'elle, elle va être contente. Elle a pris, si ça se trouve, un saut en parachute. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet et de ce qu'il apporte dans le milieu du stand-up? Non. Je pense que... Ok. Si. Et on passe à autre chose. Pardon. Je peux commencer si tu veux. Je t'en prie. L'Atout Comedy Club, c'est venu d'une volonté, même plus que d'une volonté, d'un besoin de sororité, pour utiliser des mots un peu connotés, féministes, parce que
Bon, l'histoire de l'Atout Comedy Club, on l'a déjà raconté plusieurs fois, mais c'est que Lola s'est inscrite à un concours d'humour, le Next Princess of Comedy, mais à l'époque qui s'appelait le Next Prince of Comedy, qui est le concours du Kings of Comedy Club, maintenant qui s'appelle juste le Kings. Et dans ce concours, il y avait 60 personnes, et sur les 60 personnes, il n'y avait que 3 femmes. Ce qui, je suis pas experte en démographie, ni en statistique, ni en maths, mais est quand même très peu représentatif de la réalité du monde, à savoir qu'il n'y a pas que 3% de femmes dans le monde. Il y en a beaucoup plus, 51. Waouh. Ouais, je dénonce. T'es trop. Et même pas représentatif du nombre de femmes dans le stand-up. Et même pas représentatif du nombre de femmes dans le Parce qu'il stand-up. est inférieur au nombre d'hommes en termes de pourcentage, mais on est plus dans les 45%, il me semble, selon les dernières estimations. Oh là Ouais. là 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 Oui, là là. on est sur du 40%, 40-45. Et à Bruxelles depuis 2-3 ans, c'est Ça en train explose. de. Est-ce que c'est une bonne Est-ce que chose c'est grâce à la toux? Non, pardon. Je ne C'était sais pas. question. Il a dit, est-ce que c'est une bonne chose? C'était Tu pour es- la blague. C'était tu es pour la blague. cancel. Tu es cancel, Régis. Cancel, Eh, Régis. C'est moi qui fais le montage. Je dis ce que je veux. J'en ai là. rien à faire. Je prends vos mots, je les replace dans une phrase, je dis ce que je veux. Je suis la seule à pas être cancel. Toi, tu vas faire ton coming out incel, toi, Moana. Ah oui. Toi, Mais Régis, attends bravo. la fin du Oui. podcast, tu vas bientôt C'est être vrai. cancel. Et donc, c'était pas possible. Enfin, c'est tellement pas représentatif ni du monde, ni de la réalité du stand-up que Lola s'est dit, ok, mais en fait, il faut plus de meufs dans le stand-up. Donc, elle a proposé dans un groupe Facebook de créer un autre groupe Facebook qui s'appelait l'Atout Charme, parce que souvent sur les plateaux, c'est beaucoup moins le cas, je crois. Mais ça m'est quand même arrivé il y a 1 an, je pense, mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Mais il y avait ce truc de quand il y avait une seule meuf sur un plateau de dire et l'atout charme de la soirée, nanana. Qui était souvent utilisé dans le Jamel Comedy Club pour présenter Amel Chabi, par exemple. Oui, Oui, tout à exactement. Ça vient d'ailleurs de là, l'expression, je crois. Si tu le dis. Enfin, en tout cas, c'est de là que Lola l'a prise, en tout cas. Et donc, nous, on a pris le terme atout et on l'a twisté pour dire, en fait, on est un atout, les gars. Et il y a quoi? Et donc, du groupe Facebook est devenu un collectif qui s'est organisé et voilà. Et moi, sans l'Atout Comedy Club, et en tout cas sans l'Atout Charme, le groupe Facebook à l'époque, j'aurais pas commencé le stand-up, je pense. Parce que on a fait des sessions d'écriture en ligne, parce qu'à l'époque, c'était pendant le Covid, où il y avait Lisa Delmoitier et Fanny Ruet, notamment. C'est en faisant ces séances-là et en me disant, en fait, je suis entourée d'autres meufs qui ont cette volonté, que je me suis dit, en fait, je pourrais peut-être le faire. Et on s'est dit, si nous on fait ça, il y a probablement plein d'autres meufs qui peuvent se dire ça. Et puis après, quand on a commencé à être dans le stand-up, c'était plus une volonté l'Atout est devenu aussi une volonté de se protéger du sexisme. En tout cas, pour moi, il y avait un côté il y a des choses encore dans ce milieu qui pour moi sont difficiles à vivre. Et l'Atout est comme un refuge en fait. L'Atout est un endroit où je me sens vraiment fondamentalement bien. Et ça, j'en ai besoin. Voilà. C'est pas ce que je peux dire de plus. J'ai trouvé ça Ok, extrêmement d'ajouter complet. quelque chose, y a pas de Je problème. plus sois tout ce que tu dis. Voilà. Tu es extraordinaire. Oh. Et maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. Et donc pour votre future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir vous êtes né où et quand. Est-ce que c'est pour notre future page Wikipédia ou parce que tu veux savoir notre thème astral? Les deux. On va te rajouter sur Costa Astrologie. Attention. Poisson ascendant bélier, ma lune est en lion. Oh, waouh, lune en lion, c'est pour ça que t'es sur scène. Ah. Possiblement. Non, c'est sûr. Moi, personne ne croit quand je dis que je suis lion. Alors que franchement. Bon, bref, on s'en fout. Pardon. Je peux peut-être commencer? Ouais. Je vais me faire cancel. Non, moi je suis née à Versailles. C'est intéressant. Allez, Bah t'es oui, cancel. j'en parle un tout petit peu. Le 9 août 1989. Le jour de la Saint-Amour, si vous voulez tout savoir. Oh. Moi, je suis née à Lyon le 21 juillet 1992. 2 personnes nées en France. Et je le savais pour Marine, je le savais pas pour Moana. Et si, Elle était en sous-marin. Ah. Et si je ne le revendique pas forcément sur scène, mais je suis française. Les informations sont lancées. On saura tout dans ce podcast, c'est incroyable. Et est-ce que enfant, vous étiez déjà des gens drôles? Oh, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas, je faisais beaucoup rire ma mère. Ce qui est un bon début. C'est un très bon Ce début. qui est un bon début. Et je m'amusais beaucoup et je montais beaucoup de spectacles, beaucoup de petites vidéos avec mes cousins. Il y a des catastrophes sur Dailymotion qui sont encore là, que je ne citerai pas pour des raisons de
de la honte. Mais On oui, va retrouver. je- On va aller faire du deep. mais tu trouveras pas, c'est pas possible. Mais c'est une cata. Alors, justement, j'ai une vidéo. En tout cas, j'étais une enfant joyeuse qui faisait rire les gens. Oui, je pense un petit peu quand même. En tout cas, moi, j'aimais beaucoup rigoler avec mes copains et mes cousins et ma famille. Et tout le monde, surtout dans ma famille, les gens étaient très drôles. Mes cousines étaient très drôles, mes tantes étaient très drôles, et donc et mes cousins aussi. Donc le rire, c'était cool. Ça marche. Et toi, Marine? Moi, j'ai des... j'ai des réminiscences de moi en train de refaire des sketchs de Danny Boone pendant le dîner. Hot. Very hot, où je les connaissais par cœur. Swag. Et je sais que je faisais beaucoup rire ma famille, mes sœurs, et j'ai 3 grandes sœurs et mes parents. Je sais que je les faisais beaucoup rire. Je crois que les références de Danny Boone marchaient pas forcément en maternelle. Donc, mais que... Et Timéo, mais ton kawaii, le kawaii Timéo. Ça aurait pu marcher. Franchement, le kawaii, c'est ce qui est assez ouvert pour des Non, enfants attends, moi j'étais, je crois qu'il y a un spectacle encore avant du kawaii. Possiblement. Avant le kawaii. Un peu, ouais. Et du Eric et Ramsey aussi beaucoup. Et donc j'aimais beaucoup refaire des sketchs du coup comme ça. Et je faisais beaucoup rire ma famille et mes cousins aussi. On rigolait beaucoup avec les cousins. Et est-ce que vous regardiez beaucoup des spectacles? Vous alliez voir des spectacles d'humour? Vous en regardez beaucoup à la télévision? Je sais, Marine, qu'apparemment tu aurais une passion maladive pour les Robins des Bois, qui frise l'obsession, selon mes sources. Mais attends, c'est qui est ta source? Quelqu'un qui est parti trop tôt. T'as appelé Lola avant de... Oh ah ouais, c'est hardcore, les Robins des Bois. J'adore. Pareil, truc doudou, je me refais les Robins des Bois, je me refais les Monsieur Marcadet, je me fais les Sophie Pétoncule, je me refais les Free de Bidehu. Plein de choses qui passeraient plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un humour qui me bute. Ça et les 2 minutes du peuple de François Pérusse aussi. Oh, oui. Pareil, que je connais par cœur. Idem, plein de trucs qui aujourd'hui et heureusement ne passeraient plus. Enfin, ça c'est une évidence. Du coup, qu'est-ce que ça dit de moi que c'était mes go-to? Je ne sais pas. Mais les Robins des Bois, ouais. Maurice, enfin, je vais pas tous les citer évidemment, mais et alors c'est marrant parce que là je vais citer qui est pas un Robin des Bois, mais genre un de mes rêves, ce serait de rencontrer Alain Chabat. Mais en fait, c'est parce que quand il passait sur Comédie et que c'était Alain Chabat qui était présentateur, c'était La Grosse Émission, je crois. C'était comme ça que ça s'appelait? Non, je sais plus. Oui. Ouais. Putain, c'est fou la mémoire. C'était pour moi hilarant. Il y a notamment un sketch de Pouf le cascadeur avec Alain Chabat qui est juste... c'est incroyable quoi. Donc oui. Est-ce que tu allais voir des spectacles? C'est le genre de choses que vous alliez voir en famille ou pas du tout? Pas trop. Quand j'étais plus grande, quand j'ai commencé à travailler chez Juste pour Rire, on y allait un petit peu plus. Ah, tu savais pas ça? Alors les sources. Non, je sais pas pourquoi j'ai voulu te shamer là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Chez mon podcast et je suis vraiment, je suis confuse. En fait, quand je suis fatiguée, il y a ma vraie nature qui ressort. Je suis pas du tout aussi gentille que ce que C'est Karen Marine. C'est Karen Dark Marine. Non, pardon. Mais voilà, donc pas tant que ça. Et après, en fait, moi, je suis allée en voir énormément parce que j'ai travaillé avec. Mais du coup, voilà. Ok. Et toi, Moana? Alors moi, aller voir des spectacles compliqués, rapport au fait que j'habitais dans un endroit qui s'appelle Romans-sur-Isère et où il n'y avait pas énormément de spectacles d'humoristes connus, en tout cas, des chouettes moments de clown et tout ça et de cirque, mais pas d'humoristes connus, sauf une fois où Jamel Debbouze est venu au théâtre des Cordeliers à Romans-sur-Isère. Non mais c'était un événement. Sans rappel. Mais si, bien sûr qu'il s'en rappelle. Attendez, je suis hyper premier degré parce que il s'en rappelle parce que sa femme vient de pas très loin en Isère. Thoriot Mélissa Thoriot vient je veux pas dire une bêtise, mais vient d'à côté de Saint-Marcelin, qui est à côté de Romans-sur-Isère. Bref, donc il connaissait la région. On était trop contents. Et moi, Jamel Debbouze, j'avais aussi saigné un de ses spectacles, je sais plus, 100% Debbouze, ouais. Je l'avais beaucoup regardé. Moi aussi. Donc j'étais trop heureuse. C'était une star qui était au Cordelier et on pouvait la voir, quoi. On pouvait l'approcher pas de si près que ça, mais quand même on pouvait le voir. Donc moi, en fait, mes cousines m'ont beaucoup fait regarder Jamel Debbouze, effectivement. J'ai une admiration pour mes 2 cousines, donc je regardais beaucoup ce qu'elles regardaient. Donc elles m'ont fait découvrir Jamel Debbouze. J'ai regardé le Jamel Comedy Club en DVD.
le DVD du Jamel Comedy Club, et ça j'ai regardé avec mes amis. On connaissait par cœur les sketchs les chansons de Yacine et Dedo. Yacine et Blanche, Claudia Tagbo, il y avait qui que j'aime. Kéron aussi. Pas dans la saison 2, Kéron. Ouais, dans la saison 1. Moi j'ai regardé la saison 1 en DVD plein de fois. Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, Yacine Bellous, Amel Chabi. Voilà, tout ça j'ai regardé en boucle. J'ai regardé le spectacle de Gad Elmaleh. Est-ce le spectacle de Gad Elmaleh? Je ne sais pas. L'autre, c'est moi. Je l'ai beaucoup regardé. Et puis après, avec mes parents, en fait, ma mère était une grande fan elle est pas morte, mais quand je me suis rendu compte, maintenant que j'y réfléchis, que... Non, moi, j'ai failli faire une blague. Oui, je sais. Je sais pas si je pouvais me permettre de faire cette blague. Non, je me suis rendu compte quand on était petite qu'elle nous a fait regarder plein de trucs. Donc, j'ai regardé tous les De Funès, Les Visiteurs. On a regardé Marie à tout prix, une comédie américaine avec mes parents. Qui n'est pas problématique du tout. Qui est hyper problématique. C'est tellement problématique. On a regardé aussi, qu'est-ce qu'on a beaucoup regardé? Les Étienne Chatiliez. Le bonheur est dans le pré. La vie est un long fleuve. L'amour qui est dans le pré. Non. Pardon. En fait, La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, qui maintenant problématique à plein d'égards, mais qui à l'époque était très drôle. Donc j'ai regardé plein de vieilles comédies françaises, mais j'ai beaucoup rigolé, voilà. Et puis après, avec mes potes, on regardait le service après-vente d'Omar et Fred. On connaissait tout, genre le petit journal à l'époque sur Canal+, mais puis après il y a eu Bref et tout ça, mais on regardait beaucoup de sketchs, on regardait des films ensemble. J'ai regardé En long, en large et en travers, évidemment. Pour les Robin des Bois, voilà. Est-ce que je me permets, Nulle part ailleurs, tu regardais ou pas les sketchs de José Garcia et Antoine Decaune? Je les ai regardés sur YouTube. Ouais, je les ai regardés après sur YouTube, aussi, mais trop marrant. C'est incroyable, finaise. Comme quoi le sketch. Hein. Et est-ce que quand vous les voyez sur scène... Florence Foresti aussi, pardon. J'ai oublié de la citer. Florence Foresti, j'ai regardé son spectacle 1000 fois et ses vidéos sur YouTube 1000 fois. Enfin, les vidéos chez Ruquier plein de fois. Voilà. Ça marche. Et est-ce que quand vous les voyez sur scène, tous ces humoristes, vous vous disiez, moi je vais faire ça, ou pas du tout? C'était un rêve d'enfant, mais inatteignable. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je viens de Romans-sur-Isère, donc vraiment, le fait que Jamel, c'est un vrai truc. Le fait que Jamel Debbouze vienne, c'était un événement pour la ville, donc c'était pas imaginable de faire ça. Okay. Mais par contre, j'ai écrit mon premier sketch quand j'avais 8 ans avec ma cousine. Okay. On a fait des trucs où on lisait. Elle venait me garder les étés, tous les étés, et donc cette fois-ci, on a ouvert un dictionnaire, il y avait un mot qui s'appelait, c'était sphénodon, on est tombé sur un mot au hasard, c'était sphénodon, et la définition de sphénodon, c'était ateria, et c'était un autre mot qu'on connaissait pas, on était là, trop marrant que le mot qu'on connaisse pas, la définition soit un mot qu'on connaisse pas, et on en a fait un sketch qui, à mon avis, hyper drôle. Ouais, premier degré, c'est hyper drôle. Moi, je trouvais ça drôle, et on a écrit un sketch ensemble avec ma cousine, et puis, et je m'étais dit, en fait, écrire et monter sur scène, faire rire, mon rêve, mais je me suis jamais dit une seule seconde en regardant Jamel Debbouze à Romans-sur-Isère, un jour je serai à sa place. Jamais. Et toi, Marine? Un peu pareil. En fait, moi j'avais trop envie d'être comédienne. J'avais envie d'être au-delà du stand-up. J'avais très envie. Enfin, j'avais envie de faire du stand-up et aussi d'être comédienne, de jouer soit au théâtre, soit à la télé, soit machin. J'avais très 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 envie de faire ça. Mais pareil, c'était impossible. J'ai très 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 ça va mieux aujourd'hui, mais très très peu confiance en moi, et j'étais vraiment là, ça n'arrivera jamais, donc je vais juste la garder avec des étoiles dans les yeux et ça va être super, et c'est tout un chemin pour assumer qu'un jour en fait si on va essayer quoi. Et est-ce que à l'adolescence vous avez eu envie de monter sur scène, de faire du théâtre, de l'impro, ou c'est arrivé un peu après, je ne sais pas trop? Je veux faire du théâtre depuis toute petite, donc je créais mes propres spectacles dans mon salon ou avec mes potes et mes cousins, et puis quand j'ai eu 10 ans, donc quand je suis rentrée au collège, je voulais absolument faire du théâtre avec mes amis, mais il n'y avait pas de club de théâtre. Du coup, on a créé un club de théâtre clandestin parce qu'on était des gros thugs. Et du coup, on allait dans le foyer, donc qui était la salle commune du collège, et on se cachait comme ça et on répétait une pièce de théâtre. Et donc, les pions venaient nous voir et disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»
On était là, on fume de la drogue. Non, c'est pas vrai. Alors que c'est vraiment pas interdit Mais en fait, on c'était n'avait pas le droit interdit d'être dans la salle commune sans autorisation. Ah. Et on était là, genre, on fume de la Marie-Jeanne. Non, c'est pas vrai, on lit des didascalies. Gros thug. Et donc, on a tellement voulu faire ce club de théâtre qu'à la fin, on a présenté la pièce qu'on avait faite nous-mêmes sans que personne nous demande rien devant notre prof de français. Et l'année d'après, une autre prof de français a créé un club de théâtre. Et du coup, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé le théâtre vraiment avec une prof à ce moment-là. Voilà. Et j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Et l'impro, c'est arrivé après? Et l'impro, en fait, quand je faisais du théâtre, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais ça dépendait souvent du prof qu'on avait. Et donc, il y avait des profs qui voulaient faire des trucs marrants. Et des fois, je choisissais quand même des pièces un peu problématiques. J'ai vraiment fait des vaudevilles hyper gênants. Ou alors, c'était des profs qui faisaient des trucs beaucoup trop sérieux, tu vois. Genre, j'ai fini quand j'avais 20 ans. J'étais étudiante dans une troupe étudiante et notre prof voulait faire un truc hyper intellectuel et on a fait une pièce qui s'appelait Willy Protagoras s'est enfermé dans les toilettes et c'était pas drôle, c'était sur la mort et l'exil, mais à la fin il s'enduisait de caca et quand je raconte ça c'est drôle, mais c'était pas censé être drôle. Et moi, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des trucs marrants. Et un des trucs que j'aime bien faire, c'est ce qu'on fait au début des cours de théâtre. Là, c'est l'impro, là. Ça, c'est marrant, ça. Et ça, c'est souvent que des trucs drôles. Mais j'ai pas rejoint un club tout de suite parce que après, j'ai voyagé pour mes études et tout ça. Et quand je me suis installée à Bruxelles, je me suis dit, OK, j'ai envie de refaire du théâtre, mais j'ai envie de faire de l'impro. Je vais essayer de trouver de l'impro à Bruxelles. Et ce que je savais pas, c'est que Bruxelles, c'est vraiment une ville où il y a énormément d'impro. Et donc, voilà. J'ai commencé l'impro dans le but, en fait, de faire de la comédie. Parce que ce que je préférais dans le théâtre, c'était la comédie. Toi, Marine, le théâtre, la scène, quand t'étais ado, c'est quelque chose qui t'attirait ou pas du tout? J'ai juste une question. Pardon. Vas-y. Est-ce que tu crois qu'il y a toujours un club de théâtre aujourd'hui et que du coup, ils disent il a été créé il y a maintenant 15 ans? Par Moana Geneviève, il y a une plaque à mon nom au lycée, au collège André Malraux de Romans-sur-Isère. Peut-être. Non. Ok. Je pense pas. Si c'est le T'as cas, peut-être changé la vie. écrivez-nous, envoyez un message sur l'Instagram du podcast. Dites-nous, on veut savoir. On a des gros doutes sur le fait qu'on va avoir beaucoup de messages. Allez, il y en aura zéro, je peux te le dire. On peut espérer. Défaitiste à fond. Moi, j'ai fait du théâtre au collège. Je me rappelle qu'on parlait de vaudeville un peu problématique. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai joué la deuxième pucelle. Dans je sais plus quoi. Pucelle number 2. Vraiment, pucelle number 2. J'étais en plus, tu vois. Il y en avait 3. On n'avait pas de prénom. C'était les 3 pucelles. Et j'étais la deuxième ou la troisième, je crois. Bon. Voilà. Le titre du podcast, ce sera Moana et la deuxième pucelle. Et je me rappelle même plus de mon rôle ou quoi, mais à l'époque, je me rendais pas compte. J'étais juste, putain, je suis la deuxième pucelle. C'est trop bien. Et voilà. Et mes parents sont tellement fiers de moi. Mes parents sont si fiers. Je crois que j'avais genre 3 répliques en plus, tu vois. Donc vraiment. J'appelle deuxième pucelle. J'adore imaginer une petite Marine qui arrive à la maison. Maman, je suis la deuxième pucelle. Oh, viens dans mes bras, ma fille. Non, mais j'avais 14 ans. Non, c'était au lycée, donc j'avais 16, 17 ans. Et on était habillés toutes les 3, je vous le donne en 1000, en rose. Bon, donc ça veut dire en blanc. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, autant pour moi. Bon, j'étais vraiment genre. À votre avis. Bon, mais voilà, le rose. Mais j'aimais beaucoup le théâtre. En vrai, j'adorais ça. Jusqu'à ce qu'en effet, à un moment, il n'y en ait plus au lycée et que je fasse un truc avec un mec qui nous a fait un truc hyper premier degré, moderne, arté. Et on avait 15-16 ans, quoi. Et t'es là, genre. Oh, quel ennui. Et après j'ai arrêté. Et à côté je faisais beaucoup de musique et de dessin aussi, donc j'avais et des cours de dessin et des cours de musique aussi, et donc tout ça un peu mélangé. Et quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie de faire une école d'art, mais plutôt de dessin, mais aussi pour poursuivre un peu parce que j'avais vachement envie quand même d'être comédienne et tout ça. Et les parents m'ont dit non. Ils sont en commun avec les miens. Non. Mais pas, c'était pas méchant. Moi, encouragé à faire ce que je voulais. Là, j'ai fait prof anglais néerlandais. Mais non, mais je peux comprendre que, en plus, encore une fois, étant quelqu'un, j'avais pas du tout confiance en moi, donc je suis pas arrivée envers mes parents en disant, je veux faire ça de ma vie, c'est comme ça. Et je suis arrivée en disant, pourquoi pas. Et en fait, ils savent que dans un milieu comme ça, il faut vraiment quand même être plutôt décidé pour s'en sortir. Et donc, je pense qu'ils avaient envie de me protéger un peu là-dedans. Voilà. Et du coup, j'ai fait Sciences Po et j'ai vraiment reconnecté avec mon côté artistique scène, en tout cas, il y a 3 ans, quoi, avec le stand-up. Ça m'amène à ma prochaine question qui était niveau études, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, toi, tu as fait des études de Sciences Po? J'ai fait Sciences Po à Rennes.
Et Moana a fait... Sciences Po Grenoble. Allez, Oh, 2 Sciences Po. c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais oui. Mais dans l'idée de faire quelque chose en particulier avec ça, ou c'était juste, fallait faire quelque chose, j'ai pris des études qui m'intéressaient Alors moi, je voulais absolument être comédienne. Mhm. Et mes parents m'ont pas dit non, mais m'ont dit sommairement, il faut que tu sois la meilleure de la meilleure, donc que tu fasses la comédie française si tu veux être comédienne. Et j'ai dit, bon, c'est beaucoup de pression sur mes épaules de petite romanaise de 13 ans. Donc non merci, je vais faire autre chose, je vais être avocate. C'est je me disais vraiment, c'est comme être comédienne, mais dans une cour de justice, quoi. Les plaidoiries, c'est de la comédie un petit peu. Et donc je me suis dit longtemps, ok, je vais être avocate. Et puis quand je suis arrivée au moment où il faut faire un choix en terminale au lycée en France, j'étais là, est-ce que je veux vraiment faire ça et tout, mais je veux être comédienne et je veux faire une fac de droit. Et ma mère me disait, mais tu sais, tu peux aussi faire Sciences Po, ça peut ouvrir ça, c'est pas le plus facile, mais ça peut ouvrir ça. J'étais là, non maman, je ferai pas ce que tu diras. Et puis une de mes très bonnes amies de l'époque, Claire, m'a dit, ah moi je vais faire Sciences Po, et j'ai fait, ok, je vais faire comme toi Claire. Et du coup on a fait les concours et j'ai fait Sciences Po dans le but de peut-être être avocate. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, non, il y avait plein d'autres options et l'idée d'être avocate a un peu disparu, quoi. C'est marrant parce que en 3e, j'avais fait mon stage d'observation dans un truc d'avocat et j'avais trop envie de faire ça. Moi aussi. Et en fait, je me suis dit non, je suis trop émotive. Parce qu'en fait, j'étais là, je vais pas pouvoir m'occuper de gens qui souffrent autant. Enfin, c'est trop. Il y avait un truc vraiment où je m'étais dit, je vais être trop investie dans les histoires de mes clients et je crois que moi, je me suis dit, pleurer devant eux, je pourrais pas, quoi. Tu vois. C'est ce que je me suis dit. Ça a l'air compliqué administrativement parlant. Voilà, deux ambiances, quoi. Mais moi, j'ai fait Sciences Po parce que je savais pas quoi faire. En fait, d'abord, j'ai fait une Hippocane, qui est une prépa littéraire, où en gros, c'est un endroit où quand tu sors du lycée, bah, t'as mention assez bien, donc t'as une moyenne de 13-14, et t'arrives là-bas, t'as une moyenne de 7. Et c'est parmi les bonnes, parce que c'est ça, la France. Et en fait, donc, j'ai fait une prépa intense littéraire, parce que ça fait beaucoup, tu sais, j'aimais bien la philo, j'aimais bien les trucs de mots. Les trucs de mots, ça n'a pas de sens, mais soit. Les phrases, j'aime bien les phrases, j'adore ça. Et en fait, après, j'ai fait, je me suis dit pourquoi pas Sciences Po. Mon père était dégoûté que j'ai pas Sciences Po Paris, parce que lui a eu Sciences Po Paris, ma sœur aussi, et il a vraiment mal digéré que j'aille en Bretagne, alors que je voulais pas du tout aller à Sciences Po Paris. J'étais très contente de pas être prise, parce que ça a une réputation un peu, sorry pour tous les Sciences Po Arts parisiens qui nous écoutent, c'est une réputation un peu ultra élitiste, et j'étais super contente parce que du coup je suis allée à Sciences Po Rennes en Bretagne. Et c'était génial. J'ai passé 5 années super. Mais pareil, je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à ce qu'en 3e année, on nous dise on rencontre 2 meufs qui étaient parties à l'étranger. Parce que la 3e année se fait à l'étranger et elles travaillaient dans le secteur culturel, en tant que chargée de prod ou des trucs comme ça. Et en fait, elles nous ont parlé de cette expérience avec une de mes potes avec qui on voulait aussi partir à New York. Et donc, New York. Et en fait, ça, je me suis dit, je pourrais travailler dans le secteur culturel, en fait, de l'autre côté et tout. Et c'est là où j'ai commencé à orienter un petit peu plus mon parcours étudiantin. Mais donc, là, c'est la partie où j'ai pas les infos. Comment arrive l'impro? Comment arrive Bruxelles? Comment arrive Juste pour rire? Comment arrive le stand-up? Okay, waouh. Je peux te donner des infos. Moi, du coup, j'ai vraiment complètement bifurqué. Et je me suis dit, ok, études européennes, relations internationales, voilà. Et donc, je me suis spécialisée d'abord, j'ai fait un premier master sur la gouvernance européenne. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas étudier en détail le fonctionnement de l'Union européenne. Quelle bonne idée. Ce qu'on fait tous quand on ne sait pas quoi faire. Quand on ne sait pas quoi faire. Pendant 2 ans. Et je n'ai toujours pas compris. C'est dire à quel point c'est compliqué. Donc, j'ai fait ce master-là. Je suis partie 1 an. J'ai notamment fait ce master parce que ça me permettait de peut-être partir 1 an en Angleterre, et j'avais envie de partir 1 an en Angleterre, et donc je suis partie à Canterbury pendant 1 an. C'est mon côté prof d'anglais qui remonte, qui fait oh wow. Ouais, c'était chouette, chouette. Beaucoup d'alcool, très très chouette, et beaucoup d'études aussi, pas tant d'études, vraiment beaucoup de fêtes. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien quand même me spécialiser dans les questions de hippies, parce que dans ma classe, il n'y avait pas beaucoup de hippies, tout le monde était là, oui, on voudrait être lobbyiste ou on voudrait être député, et moi j'étais là, oui, mais quid des gens qui défendent les autres, la veuve et l'oppressé. L'avocate était pas loin quand même, et du coup, je me suis dit, je vais étudier les droits humains, et on m'a dit, j'ai fait un stage d'abord au Réseau européen contre le racisme à Bruxelles, et pendant ce stage, on m'a dit, il y a un super haut master à Venise, sur les droits humains, enfin c'est Human Rights and Democratization. Vas-y, franchement c'est trop cool, il y a plein d'options là-bas. Donc j'ai postulé et j'ai été prise à ce master. Et donc j'ai passé 6 mois à Venise. Et il est de ouf à nouveau. Ouais, c'était trop cool.
Et après, c'était 6 mois à Venise et 6 mois dans une université partenaire. Donc, j'ai fait 6 mois Venise, 6 mois Belfast. Je me suis Trop bien. Je me suis spécialisée dans l'étude des discours de haine. Donc ça, j'ai écrit ma thèse là-dessus sur les discours extrémistes politiques et tout ça, le racisme et tout ça, et la lutte contre les discriminations en général. J'ai commencé à me spécialiser là-dessus. Et puis après, dans le programme du master, si t'arrivais dans les 15 premiers, t'avais une possibilité d'aller faire un stage stylé, qui était un peu payé par le master. Et donc, j'ai fait un stage à l'ONU, à New York, là-bas, en droit humain. Et donc, je m'aiguillais plutôt vers une carrière droit international et tout ça. Et si tu veux faire ça, un des bons endroits pour le faire, c'est Bruxelles. Voilà, je suis une des personnes que les gens détestent à Bruxelles. Je suis une eurocrate, mais je suis une gentille eurocrate. C'est-à-dire que on défend les gens, on dit on veut plus d'égalité, on dit ça à l'Europe et l'Europe dit non. Mais quand même, s'il vous plaît. Voilà. Et donc j'ai atterri à Bruxelles parce que c'est là qu'il y a du travail pour les gens qui ont fait mon cursus souvent. Ok. Voilà. Donc et là, tu l'impro. arrives à Bruxelles et là, c'est là que tu découvres l'impro. Ouais. On y arrive. Du coup, Marine, toi, comment tu arrives à Bruxelles et à l'impro? Comme ça, on lira les deux après. Tout à fait. Donc en gros, j'ai fait cette 3e année de Sciences Po à New York. Ouais, mais c'était. Mais on a toutes les deux vécu à New York en fait. Bah ouais. On en a Mais jamais en parlé. fait, mais tu m'étonnes qu'on est hyper potes. Regarde-nous là. Moi, Regarde-nous, j'ai- two peas j'ai in a été pot. 5 jours en vacances. Ah, super. écoute. C'est chouette. Je Mais vais en me sentir partie du groupe. Oui, tu fais partie du groupe. Oui, Empire State Building. Ouais. les cafés à $7. Yes. Yes. Je bois pas de café. Allez. Éliminé du groupe. Avoir Puis, envie, j'ai essayé de- avoir envie de crever parce que la vie est chère et les gens sont pas putain. gentils. Ouais, vraiment, il y a vraiment eu de ça. Et je suis tombée sur un stage qui en fait était géré par un mec, un Français, qui était horrible, qui travaillait qu'avec des stagiaires meufs. Oh. Et en fait, en revenant, je me suis dit, ok, je vais peut-être essayer de bosser dans le secteur culturel, parce que je pense qu'il y a vraiment que ça qui m'intéressait vraiment, en fait. Parce que Sciences Po, fallait trop travailler pour le droit, tout ça. J'étais là, oh là là, la flemme. Et en fait, en 4e année, je me suis spécialisée en management des organisations pour savoir comment fonctionne plus ou moins une organisation, mais c'était très entreprise. C'était pas trop culturel, mais c'était juste pour avoir un petit bagage organisationnel, quoi. Et après, j'ai fait un master spécialisé à Dauphine en management des organisations culturelles. Et là, j'ai fait un stage dans une compagnie de danseurs de l'Opéra de Paris qui était horrible. Ça a été horrible. J'ai mon premier pas dans le vrai milieu du travail culturel et je suis tombée sur une sombre merde. Il écoutera jamais ça, donc j'en ai rien à foutre. Qui m'a vraiment un peu trauma. Mais au moment où je me suis dit, il faut que je parte de là, que vois-je pas passer? Et j'ai toujours aimé le stand-up et tout ça, mais je vois une offre de stage chez Juste pour Rire. Stylé. Méga stylé. Et je me dis, bah vas-y, postule, parce que je devais rester encore dans mon stage 2 mois, mais j'étais là, je vais pas survivre en fait. Il est hors de question que je reste. Et sur mon temps de midi, pendant mon stage, où mon maître de stage était en train de me chronométrer limite ou quoi, je suis allée faire un entretien avec Amélie et Aurélie, que j'embrasse. Et en fait, j'ai un peu débarqué en disant bonjour, vous avez pas répondu à mon mail, du coup je suis là. Et on dit ok, ouais, c'était un peu particulier. Et je rentre et je vois, c'est le bonhomme vert de Juste pour Rire et tout, bon, qui est aujourd'hui, voilà, on a toujours été comme voilà. Gilbert Rozon. Voilà, qui est compliqué. Il y a des problèmes. Mais c'était voilà. Et moi, je me sens un peu genre oh mon dieu. Et en fait, il s'avère qu'elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quelqu'un et que Amélie, qui était la responsable de production, partait en vacances genre le lendemain. Et elles n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur quelqu'un. Et je suis arrivée, elles m'ont fait passer un entretien direct. Et 3 heures après, elles m'ont appelé pour me dire bah en fait, on s'est mis d'accord sur toi. Et donc du coup, trop heureuse. Et j'ai fait mon premier stage chez Juste pour Rire. Et j'y suis restée. Mais là, on est encore en France. Donc je vais très très vite aller jusqu'à Bruxelles. Je suis restée à peu près 1 an et demi, 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai fait des missions pour la Fête des Lumières à Lyon, où j'étais administratrice générale pendant 4 mois pour un remplacement. J'ai fait administratrice de tournée pour la compagnie Philippe Gentil, qui était super, donc je restais un peu dans le culturel comme ça. Après, j'ai été 2 ans responsable administrative du Sentier des Halles, qui est un théâtre à Paris qui me fait que du stand-up, et c'est là où vraiment je me suis dit ah, j'adore. Et après ça, j'ai bougé à Bruxelles à cause de bon, peu importe. Pour un homme. Je suis restée pour moi. Ah, et en fait, après, c'est ça. Tu es allée à Bruxelles pour un homme et tu es restée à Bruxelles pour toi. C'est ça. Et en fait, j'ai bossé j'étais responsable de prod dans un ensemble de musique baroque. Pareil, je suis tombée sur beaucoup de gens compliqués dans le milieu. Mais bon, voilà, c'est pas bien passé, c'est mal fini, je suis partie. J'ai été vendeuse chez Lush pendant 6 mois pour faire un petit break du secteur culturel parce que j'en avais ras-le-bol. Après, j'ai été responsable adjointe du service ULB Culture.
Après, j'ai été coordinatrice générale de la FBIA. Là, ton CV est tellement... oui, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas restée plus de 2 ans quelque part. Ok. Et mine de rien, c'est chouette parce que ça me donne une expérience de fou. Mais il y a un peu un truc de est-ce que voilà. Mais voilà. Et donc FBIA et FBIA, c'est la Fédération belge d'improvisation amateur. Voilà. Et en fait, avant d'être coordinatrice, j'avais commencé l'impro. J'avais rencontré Moana on était dans une équipe d'impro qui s'appelait Les Aliénés. Et grâce à Léa Charlet, à nouveau, qu'on re-big up. Et je me rappelle notamment, est-ce que je peux raconter une mini-anecdote ? Je me rappelle notamment d'une des premières improvisations qu'on a faites ensemble. C'était hilarant. C'était trop marrant. Et c'était un de mes premiers, de mes premiers coachings. Et je me rappelle très bien, t'avais encore les cheveux très longs. C'était notre première impro. Je devais aller quelque part et tu devais m'en empêcher ou l'inverse, je sais plus quoi. Et je m'étais trop marrée avec Moana. Mais donc, vous avez tous les deux fait de l'impro. Vous en avez tous les deux fait beaucoup, de ce que je pense. Moana, on a fait plus que moi. Moi, j'ai commencé il y a que 4 ans au final. C'est déjà pas mal, 4 ans d'impro. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'impro dans le stand-up ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ou même en général ? En fait, ce qui a été compliqué au début, c'est que j'ai remarqué que pour moi, les 2 disciplines étaient diamétralement opposées, même si c'est 2 disciplines de la comédie. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se fait en groupe, c'est l'impro, et où tu te reposes sur ton partenaire pour faire rire. Et le stand-up, c'est solitaire. Et puis, dans l'impro, tu arrives et tu n'as pas de texte, et le public attend de toi... Enfin, le public est friand du fait que tu ne saches pas vraiment ce que tu vas dire, tu n'écris pas, et que tu improvises ce qui se passe, alors que dans le stand-up, le public attend que tu leur racontes des blagues et se dit que tu as préparé ce qui va se passer parce que tu vas le préparer. Et donc pour moi, dans ma tête, j'ai d'abord très fortement séparé les 2 disciplines parce qu'elles étaient très différentes pour moi. Le stand-up m'a apporté beaucoup dans l'impro parce que quand tu t'es pris un tunnel de 10 minutes. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé, mais ça m'est arrivé. Genre un bide où tu parles pendant 10 minutes, tu n'as que du vent, personne ne rigole. Tu n'as plus du tout peur d'être ridicule quand tu fais de l'impro. Genre, tu vas beaucoup plus monter sur scène et tester des trucs parce que ça ne peut pas être pire que ce moment extrême de solitude que tu as vécu en faisant du stand-up. Ça m'a beaucoup, entre guillemets, décoincé dans l'impro à beaucoup plus tester des choses et tenter des trucs parce que au pire les gens rigolent pas pendant 30 secondes et tes potes viennent t'aider et tout le monde a oublié le lendemain, ce qui n'est pas le cas d'un bide. Le bide est très solitaire quand on fait du stand-up, et par contre je me rends compte que ma pratique de l'impro, la façon dont elle influe dans le stand-up, c'est ma présence sur scène et mes personnages. C'est-à-dire que je vais être très corporelle, je vais bouger, je vais faire beaucoup d'expressions, je vais parler avec une voix marrante et je vais prendre le focus et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le mondial d'improvisation. Donc cette année, j'ai représenté la Belgique au mondial d'impro. Ça se passait à Bruxelles et donc j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe belge. Et donc ça, c'est une énorme compétition d'impro avec des gros enjeux où tu joues face à des monstres du genre des Québécois qui sont trop forts. Et le but dans ces enjeux-là, c'est de prendre le focus en fait. T'es devant 800 personnes, tu joues face à des gens que tu connais pas forcément et qui doivent être plus drôles que toi parce que c'est comme ça que tu remportes le point, ou en tout cas qui doivent être pas forcément plus drôles mais dont les gens doivent se souvenir plus que toi. Donc il faut prendre le focus et s'entraîner à prendre le focus dans ces conditions. Je sens que ça m'a quand même beaucoup aidé après pour les scènes de stand-up pour prendre le focus, juste moi, genre que faire pour que le public ait mon attention en fait, et que ce soit du verbal, du non-verbal et pour prendre le focus. Capter l'attention du public. Ouais. Ok. Et toi, Marine ? Moi, j'ai l'impression que l'impro a été moins important dans mon parcours que peut-être pour Moana, peut-être parce que j'en fais depuis un peu moins longtemps. Je plus sois un peu le truc de plus avoir peur du ridicule. Mais surtout, j'aime bien me dire que du coup, je suis capable de rebondir plus que ce que je pensais avant. C'est pas forcément genre en réagissant sur quelque chose que le public a dit, par exemple. C'est pas forcément en faisant des impros avec le public. Ça, je suis pas très à l'aise parce que j'ai toujours peur de dire une connerie, donc je vais pas trop faire ça. Mais c'est plus de s'autoriser t'es déjà dans ton texte et tu penses à d'autres trucs et t'autoriser à le dire, pourquoi pas, t'autoriser à le jouer, pourquoi pas, et te dire en fait c'est peut-être 30 secondes dans mon spectacle, mais vas-y, je tente. Ça, l'impro, moi, ça m'a pas mal aidé. Et aussi à l'incarnation un peu, parce qu'en fait, il y a un truc où moi, j'aime bien me dire que la personne que je suis sur scène est très proche de qui je suis en vrai.
ça c'est sûr. Mais je pense que ça me protège un peu de me dire que je joue quand même un peu un personnage. Et je crois que l'impro m'aide à ça aussi. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Oui, voilà. Moi j'ai compris. Très bien. Mais là c'est un petit truc que je demande à chaque fois que j'ai des improvisateurs dans le podcast. C'est quoi votre catégorie d'impro préférée et la faute que vous receviez le plus souvent? Là c'est vraiment pour les fans d'impro. Ouais. J'ai pas fait assez de matchs pour avoir des fautes, mais... Les catés que j'aime bien, moi, c'est les catégories un peu jouantes, entre guillemets. Donc, deux catégories que j'ai adoré faire au mondial, c'est la réplique imposée. Donc, l'arbitre a un livre et l'arbitre lit un texte et moi je dois improviser les répliques. Ouais, c'est un dialogue où l'arbitre joue un des personnages et l'improvisateur doit jouer l'autre personnage, mais lui n'a pas le texte. Moi j'ai pas de texte et j'invente. Qui est moi ma catégorie préférée à faire en tant qu'arbitre. Ah ok. Bah moi j'adore la faire en tant qu'improvisatrice et pendant le mondial j'en ai fait une qui s'est trop bien passée et j'ai fait décrocher l'arbitre. Ça c'était vraiment c'est incroyable. C'était une victoire personnelle et la faute que je reçois le plus souvent c'est décrochage. Ouais. Décrochage. Ouais, décrochage en langage improvisation, ça veut dire je rigole. Je suis censée incarner ce qui se passe et en fait je n'arrive pas à être sérieuse vis-à-vis de la débilité de ce qu'on est en train de faire, de la bêtise qu'on est en train de faire. Tu sens qu'elle elle doit faire un personnage, tu sais, elle essaye d'être cette espèce de perso, soit un peu trop sérieux, soit machin, etc. Mais t'as toujours un petit rictus qui est prêt à partir comme ça. T'as toujours ce petit truc genre ah bon, tu vois. Et bah c'est pas très audio descriptif, mais ça se voit quand t'es prête à décrocher et tu cabotines un petit peu aussi. Oui, un petit peu. Parfois. Enfin, je me suis permise de dire pour toi. Mais parce que moi j'ai fait que 3 matchs dans ma life, donc. Je vais plutôt des concepts. Okay. Parce qu'en fait 4 ans, bah tu fais 1-2 ans d'initiation un petit peu coaching et tout ça. Après la 3e année, j'ai commencé à faire des concepts avec notre équipe à la Crotoons et j'ai commencé à faire des matchs que cette année et au final j'en ai fait que 2 même je crois. Donc j'ai pas vraiment de caté préféré. J'avais bien aimé la caté où je sais pas comment ça s'appelle du coup, où en gros l'arbitre nous donne un mot et tu dois faire une impro d'1 minute avec juste ce mot. Fusillade. Voilà. Fusillade en duo qui est chouette aussi quand il y a deux personnes. Bah ça j'aime assez bien parce que t'as pas le temps de réfléchir. Et moi c'est vraiment mon problème en impro, c'est que je réfléchis trop. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Etc. Et qu'en fait il faut un peu plus que je me mette le cerveau dans le cul. Oh, et une caté qu'il y a eu au mondial, et après j'arrête, c'est juste que j'adore l'impro. Une caté qu'il y a eu au mondial, c'était PowerPoint improvisé. Et ça, c'était ça, le rêve de Moana. Incroyable. Bah, mon rêve. Moi, c'était vraiment la caté que je voulais avoir. Elle est sortie en finale. On l'a fait face au Québec, qui sont comme je disais, c'est les dieux de l'impro. Et on a eu le point. C'était en comparé parce que donc on savait pas quel PowerPoint on allait avoir. C'était un PowerPoint sur les pigeons. Mais en fait, ce qu'on a fait avec mon partenaire de jeu, c'est on était à un séminaire sur les pigeons, mais la veille on avait couché ensemble et moi je regrettais et pas lui. Et du coup, quand on a fait tout le PowerPoint, il y avait toute cette tension entre nous et c'était j'ai un de mes meilleurs moments d'impro devant un auditoire de 800 personnes. Enfin, c'était trop bien. Mais vous faites tous les deux partie d'une équipe d'impro qui s'appelle la Crotoons. Big up. Dans laquelle il y a mon incroyable petite sœur. Oui, Romane. D'ailleurs, on peut venir. Qui est incroyable. Elle est trop forte. Incroyable, Romane. Bah oui, voilà. C'était le petit big up à ma petite sœur, qui, je pense, va écouter l'épisode. Donc voilà, je fais pas des big ups souvent à ma petite sœur, donc voilà, je t'aime, Romane. Comment vous êtes arrivés, vous, à faire du stand-up, du coup? La première scène de stand-up, comment elle est arrivée? Toute première. J'adore cette histoire. Elles sont liées en fait, nos premières scènes. Tu m'étonnes. Parce que par hasard. Parce que donc moi j'ai commencé à un moment à beaucoup traîner dans les comédie clubs parce que Léa Charlet, qui fait partie de notre équipe d'impro et qui est une amie, allait beaucoup voir du stand-up et donc j'y allais avec elle. Et puis Marine venait aussi et Marine connaissait un peu tous les humoristes et moi j'étais là genre mais pourquoi cette personne connaît tous les humoristes? Parce qu'elle a travaillé avec tout le monde. Et bref, en regardant beaucoup de scènes de stand-up, j'étais là, j'avais 2 sentiments. Parfois, j'avais le sentiment de waouh, je veux être eux quand je suis plus grand. J'ai vraiment regardé Dena, Ino JP, Gaëtan Delferrière, c'est les 3 que j'ai vus où je me suis dit je veux être eux quand je suis plus grande. Et puis, il y avait d'autres gens que je regardais dans des scènes ouvertes. Et je me disais... Attention la cancel. Mais non, mais je me disais, certains gars, je les regardais faire et je me disais, franchement, je crois que je peux faire pareil, voire mieux que Enfin, si c'est ça, faire du stand-up, je peux essayer, quoi. J'étais pas en forme ce jour-là. C'était pas toi. J'allais dire, des gars qui parlaient de leur bite et c'était pas toi. Et donc, voilà. Et en les regardant, je me suis dit...
en fait, tu te souviens de ce rêve que t'avais quand t'étais à Romans-sur-Isère et que ça te paraissait inatteignable? Mais en fait, là, ça a l'air atteignable. Et donc, le Covid est arrivé. Je travaillais toujours dans mon job actuel qui est... je n'arrive même pas à expliquer ce que je fais. Je dis que je suis gentille lobbyiste, mais je travaille dans un truc où je demande plus d'égalité en Europe. Voilà. Pendant le Covid, mon job consistait à faire des conférences sur Zoom. Et j'étais là genre, mais en fait, pourquoi je fais ça? Enfin, j'ai eu un grand moment de réalisation de, je veux pas faire ça de ma vie, en fait. En plus de ça, à ce moment-là, je suis passée par un truc un peu New Age où j'ai lu le livre Libérez votre créativité, qui est un livre qui aide beaucoup à faire parler son artiste intérieur, hein, que je conseille à beaucoup de gens. Si vous êtes dans un moment où vous avez envie de faire des choses artistiques, mais vous n'y arrivez pas, lisez ce livre, Libérez votre créativité de Julia Cameron, parce qu'elle conseille de faire des choses qui ne sont pas des choses artistiques, mais qui sont des méthodes qui débloquent des choses qu'on a à l'intérieur de nous pour faire des choses artistiques. Et j'ai vraiment fait ce truc. Une des méthodes qu'il y a, c'est les 3 pages du matin. Donc tu te lèves tous les matins. La première chose que tu fais, c'est que tu écris 3 pages de n'importe quoi, ce que tu veux. Et en fait, le fait de faire ça, instinctivement et normalement, je me suis mise à écrire mon premier sketch de stand-up. Mon premier sketch, personne ne dit ça. Mon premier 10 minutes de stand-up, que j'ai fait ensuite relire à Fanny Ruet et que j'ai joué dans mon salon devant mes colocs plusieurs fois. Et c'était eux qui me disaient, bon Moana, maintenant tu nous le montres. Et j'étais là, non, dimanche prochain. Ils m'ont dit, non, tu nous le montres. Et donc j'ai joué ce sketch devant eux. Et après, Bilal et Rudy de l'open mic que je fréquentais parce que je traînais dans les comedy clubs sont venus vers moi et m'ont dit, on a une date le 16 août ou le 15 août 2021. Est-ce que tu veux faire ta première scène? Et j'ai dit oui. Et comment ça s'est passé? C'était incroyable. Et de quoi tu parlais? Je parlais d'un groupe Facebook qui s'appelle Chat et Chaton à donner en Belgique uniquement. Ah oui, j'ai déjà vu ce sketch. Et tu vois, quand je te disais, il y a des moments où tu te dis, je vais faire ça de ma vie. Bah, ma première scène, c'était ça. Ma première scène, je suis montée sur scène, c'était dingue. C'était génial. J'ai ressenti genre une joie géniale. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, évidemment, c'était une première fois, mais j'étais là genre waouh. Et j'ai enlevé, je suis descendue de scène et je me suis dit ok, je vais faire ça de ma vie en fait. C'était trop bien. Voilà. Cool. Et toi, Marine, ta première scène de stand-up, tu fréquentais donc des humoristes, que tu as travaillé avec des humoristes. Oui. Et comment tu as sauté le pas de toi-même devenir l'humoriste? Eh ben, je pense que c'était le fait d'être à Bruxelles, parce qu'à Paris, je pense que j'aurais pas osé, parce que justement, en connaissant les humoristes, je connaissais pas tout le monde, mais je connaissais beaucoup d'humoristes quand même, et j'avais peur de l'image que je pourrais donner de la responsable de prod qui finalement en fait monte sur scène. Il y avait un truc un peu bof. Et je dis toujours cette phrase. Un jour, Verino, il s'en souvient pas, mais il m'avait dit. Et quand je lui ai dit, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, je me souviens pas du tout. J'étais ok, ça t'a marqué manifestement. Il m'avait dit, ce sont les pires chargés de prod qui peuvent faire les meilleurs humoristes, dans le sens, et j'étais là, t'es en train de me dire que je travaille mal, mais non. En gros, dans le sens où c'est jamais très bon de travailler pour les gens que tu voudrais être, entre guillemets. Alors qu'en fait, en vrai de vrai, et je sais très bien, je faisais très bien mon travail, c'était pas la question, mais j'assumais pas encore que je voulais être à la place des gens pour qui je travaillais. Et en arrivant à Bruxelles, ce qui est plutôt chouette à Bruxelles, c'est que c'est assez petit, mais ça a les avantages d'une grande ville, j'ai l'impression. Et du coup, tu connais un peu tout le monde, et c'est moins effrayant, je trouve. C'est moins immense, c'est moins genre Paris, tu vois, il y a le truc, je vais faire ma première scène à Paris, je vais faire une première scène à Paris, mais c'est comme passer ton permis à Paris, c'est comme passer ton permis sur le rond-point de l'Étoile, quoi, si tu veux, ça n'a pas de sens. Je trouve, dans mon esprit, c'était ça. Et à Bruxelles, comme je commençais à connaître un petit peu et je connaissais déjà des gens et je connaissais un peu plus la scène bruxelloise et tout. Et je me rappelle que un moment, on était à un stand-up in the park, il y avait Lisa Delmoitier et Lorenzo Mancini. Et je leur parlais, je disais ouais, mais j'ai déjà 30 ans, je suis trop vieille pour commencer ou je sais pas quoi et tout. Et Lorenzo m'a dit bah moi il a plus ou moins mon âge. Enfin tu t'en fous, vas-y quoi, c'est pas ça, c'est pas peu importe. Et ensuite, il y a eu Arcachon. On est parti en vacances à Arcachon avec Moana et Léa, entre autres, et des amis de Moana. Et Moana a fait son sketch devant ses amis du chat. Et il m'a forcé, très gentiment, parce qu'il faut pas forcer les gens. C'était fortement suggéré. Tu m'as fortement suggéré. Mais si, vas-y, écris un truc. Et moi, j'étais, je sais pas et tout. Allez, mais vas-y, mais c'est pas grave, ça mène. Allez, bon, ok. Ouais, donc je commence à écrire un truc. Moi, je vais pas le jouer. Non, on le joue pas, c'est pas grave. Mais si tu veux le jouer, tu peux le jouer, hein. Y a pas, Marine, tu voudrais pas le jouer et tout. Et en fait, donc, dans sa douce suggestion, j'ai finalement lu mon premier texte de mon premier sketch. Et ça a fait rire ses potes. Et je me suis dit, tiens donc. Et en fait, j'avais une scène, j'ai eu ma première scène 2 semaines avant la tienne, quelque chose comme ça, au Kings, pour un open mic aussi. Et pareil, c'était incroyable. C'est un sketch que je joue plus maintenant,
mais je vais peut-être reprendre. Mais c'était incroyable. Il parlait de... Je veux savoir. Qui parlait du fait... Non, je sais pas, voilà, on avait dit que je me ferais C'est cancel. le moment où tu vas être cancel, Marie. Qui parlait du fait que quand j'avais 17 ans... Je garde que ça. Ah putain, bon bah j'en reparlerai de toute façon un jour, faut bien assumer. Quand j'avais 17 ans, je voulais voter pour Sarkozy. Oh, Voilà. Et là, vous voyez pas la tête, vous voyez pas la tête de Régis. Et tu sais pourquoi j'ai arrêté de jouer? Tu sais pourquoi j'ai arrêté de le jouer? Parce que je le jouais, ça marchait hyper bien aussi Ouais, dans des c'est scènes bien. féministes. Parce qu'en fait, je m'auto-clashais, quoi, tu vois, parce que j'étais à quel moment. Et en fait, un jour, je l'ai joué, je me rappellerai toujours, c'était ma première scène au What the Fun, à la tricoterie. Silence de mort. Et je pense qu'il y avait un petit noyau de Français de droite là au milieu qui regardaient ça et qui ont pas du tout rigolé. Et en fait, je me suis dit bon ben tant pis. En fait, il marche pas ce sketch, c'est pas possible et tout. Et je pense que je vais peut-être le reprendre parce qu'en fait, ça fait partie du truc intéressant de dire que quand même j'étais une ado à 17 ans qui réfléchissait à voter pour Sarkozy à Versailles et qu'aujourd'hui je suis là où je suis quoi, où clairement je ne votais pas pour Sarkozy. Bah, Clairement. déjà, c'est pas possible. Il va oui. aller en prison bientôt. Oui, mais donc, tu sais très bien que ça ne les empêche de rien Ah en là France. là. Hein. On a- Il va aller, j'allais dire, il va aller à la Maison Blanche. Non, pas du tout. Il va aller à l'Élysée avec un bracelet électronique. Hein. Moi, bref. Et alors, c'est une Voilà. chronique politique maintenant. Macron, démission. Voilà. Mais je suis curieux de voir le sketch parce que j'ai tendance à aimer quand les gens disent « Ah, j'ai fait des trucs que je regrette ou que j'aurais fait différemment ». Je trouve ça toujours intéressant. Du coup, je pense que c'est un angle intéressant et je pense qu'il faut le faire avant que les gens n'aient plus la référence de qui est Sarkozy. C'est pas mal qu'on en reparle maintenant parce que j'étais en train de me dire j'aimerais bien retester des nouveaux trucs et en fait ce sketch je ne l'ai pas rejoué depuis le 15 décembre 2021. Donc en fait peut-être que je peux le rechecker Sors le parce qu'il miroir. avait des trucs qui étaient chouettes quand même. Sors Sarkozy des Il était- miroirs. Il en a besoin. Allez. Ça marche. Et comment ça s'est enchaîné après votre première scène? Est-ce que vous avez commencé à jouer directement de façon régulière ou c'était une fois par semaine, une fois par mois? Comment ça s'est enchaîné jusqu'à maintenant où là vous jouez de façon régulière, presque 2, 3 fois, 4 fois semaine, 5 fois, je ne sais pas. Ouais. Non, 2, 3 fois semaine. Ça dépend des Ouais. semaines, mais quand j'ai le temps, c'est 3-4 fois, ouais. Ok. Donc comment ça s'est passé? Comment s'est passé la suite après votre première scène? Alors, j'ai tendance à dire qu'on a eu de la chance parce qu'on est arrivé juste avant que le stand-up à Bruxelles explose. En fait, si c'était enfin, on est arrivé avant que ce soit tout bouché dans le tunnel, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc, on est arrivé dans un moment où moi, je suis littéralement allée voir Rudy du What the Fun et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'ajouter au groupe Facebook? Et il m'a dit, écris-moi sur Facebook. Et après, il m'a ajouté, quoi. Qui n'arrive plus maintenant. Il y a 2 ans quoi. C'était il y a 2 ans. Ce qui n'arrive plus maintenant. Il faut que Rudy te repère et Rudy vient de parler et Rudy te dit, est-ce que tu veux venir sur le... Parce que, en fait, on est arrivé exactement avant qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se lancent dans le stand-up. Donc c'est quand même une chance. On était quand même pas enfin, ça commençait déjà à être un peu en ébullition. Et moi, la façon dont ça s'est passé, c'est que ça a explosé un petit, enfin, en tout cas, ça a très bien marché d'un coup. Et après, ça c'est devenu dur. Et moi, qui suis une bonne élève, pour qui, à l'école, tout a toujours été facile, c'est terrible. C'était terrible à vivre, en fait. C'est-à-dire que, à ma 5e scène, je me suis filmée, je l'ai envoyée au Festival de Liège, ils m'ont mis sur leur tremplin. Et donc, ma 8e scène de toute ma vie, c'était le tremplin du Festival de Liège. Les frères Taloche et tout. Avec les frères Taloche que Dena a gagné. Donc, évidemment, c'était incomparable, moi, à ma 8e scène et Dena. Mais Dena, je me souviens toujours très bien, est venue me voir et m'a dit, c'est super ce que t'as fait pour une 8e scène, bravo, chapeau, quoi. Et je le garde dans mon cœur. Et je suis trop contente. Mais c'était pas très bien ce que j'ai fait. Enfin, c'était une 8e scène de quelqu'un qui commence, quoi. Donc, Normal. donc c'était pas. Mais, enfin, les gens ont repéré quelque chose, je crois, au tout début. Et puis après, j'ai postulé à un autre tremplin, qui était le tremplin de Namur is a Joke. Tremplin où on a toutes les deux postulé, que cette année-là, j'ai eu. Et j'ai fait le. Toi, tu l'as eu après. Tout à fait. Et donc, j'ai fait ce tremplin et ça s'est pas bien passé. Et ça c'était après. C'est mieux passé que ce que tu crois. Oui, mais pour voilà. moi ça c'est pas bien, je l'ai pas bien vécu, quoi, ce tremplin. Et en fait j'ai vraiment eu ce truc de ça monte et puis après je me rends compte qu'en fait il faut travailler. Genre c'était facile au début et après je me rends compte que genre je savais que j'avais des petites facilités scéniques et comiques pour plein de raisons, j'ai fait de l'impro et genre enfin voilà, mais qu'en fait il fallait vraiment énormément travailler pour y arriver et ça c'était pas naturel.
chez moi. Mais c'était là parce que, comme je dis, à l'école, j'ai jamais eu besoin de vraiment beaucoup travailler pour arriver à des choses. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à taffer, quoi. Et à taffer comme je pouvais parce que encore comme je peux, parce qu'en fait, je combine le stand-up avec un travail très prenant. Donc, je n'ai pas encore le temps qu'il faut pour travailler comme je voudrais, même si ça va venir. Et ça, je suis trop contente. Mais oui, j'ai dû bosser. Je me suis rendu compte qu'en plus de ça, le stand-up, c'est un art où tu ne travailles qu'en faisant. Il faut juste faire. Et plus tu fais, et mieux ce sera. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, en ce moment, mais je dis ça, mais si ça se trouve dans un mois, ce sera différent. J'ai l'impression que je commence à solidifier quelque chose qui me plaît. Mais je suis un bébé, hein. Enfin, 2 ans et demi de stand-up, c'est rien. Hein. C'est rien. Ok. Et toi, Marine? Un peu pareil, en fait, quand on a commencé à peu près en même temps. D'autant plus, enfin, moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que moi, déjà dit, en plus, il n'y a pas beaucoup de meufs, donc du coup, ça tombe bien. Pas parce qu'on est drôle, tu vois, juste parce que, et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, ça m'a un peu, voilà. Et en fait, oui, un peu la même chose, des désillusions, ça a un peu fait comme ça, et ça fera comme ça, en fait, tout le temps qu'on continuera. Ça a fait des vagues et des hauts et des bas. C'est ça qu'elle a mis avec sa main, mais c'est audio. Oui, pardon, ça fait des vagues. Et à peu près comme mot, il y a un truc où faut bosser, quoi. Et après, moi, c'est marrant, ça me coûte moins de bosser pour le stand-up en même temps. En fait, là, j'ai hâte, en effet, moi aussi, parce que je combine aussi un travail pour payer un loyer quand même, et le train de vie indécent que j'ai. Et en fait, je trouve que, par contre, ce que j'ai appris au bout de 2 ans et demi, c'est aussi à savoir dire non. Parce que mine de rien, là par exemple, je me suis dit, en fait en mars-avril, je prends plus aucune nouvelle scène. J'en fais que, d'habitude, je peux avoir jusqu'à une quinzaine, parfois les plus grosses, entre 15 et 20 scènes par mois, ce qui est énorme en vrai. Et en moyenne, je vais en avoir 12, 15 à peu près. Allez, 12. Avec des scènes plus ou moins grosses, des premières parties, des trucs. Et c'est super parce que ça veut dire qu'on a l'opportunité de jouer si on le veut en tout cas. Et en fait, là, dernièrement, je me suis dit, là, j'ai failli faire un burn-out artistique aussi ces derniers mois parce que entre le travail, la vie sociale aussi qu'il faut garder, la vie de couple, la santé mentale, la famille, tout ça, bah en fait, 15 à 20 dates par mois plus un travail en 3/4 temps, c'est pas possible en fait. Je vais exploser en vol. Et en plus, du coup, ça fait aussi que comme Moana aussi a des chroniques sur BX1, mais moi aussi. Et du coup, avec les chroniques sur BX1, ça donne l'opportunité d'écrire plein de nouveaux trucs. Mais moi, c'est pas des choses que je vais utiliser dans mon spectacle. Donc, j'écris des nouvelles choses, mais je les utilise en chronique. Mais je travaille pas sur le spectacle à côté. Je travaille pas sur des nouvelles blagues. Je travaille pas à solidifier mes blagues déjà existantes. Je travaille pas à la structure et tout. Et en fait, je me suis dit, en mars-avril, j'avais déjà quelques dates ça et là. Donc, je crois que j'ai genre 8 dates sur les 2 mois. Et en fait, dès que j'ai une proposition, je dis non, du coup. C'est dur, parce qu'il y a des chouettes trucs, et qu'il y a plein de gens, il y a plein de plateaux avec des gens que j'adore et tout ça, et c'est difficile mais je me suis dit, je préfère, en plus je trouve que c'est presque un problème de riche, entre guillemets, de dire oui, ça veut dire que je peux dire non, enfin c'est super confortable en tant qu'humoriste de se dire qu'il y a des gens qui te proposent des scènes, c'est quand même trop cool, mais je me suis dit, là il faut que ça va plus devenir un plaisir si je rends pas les moments de stand-up et de travail de stand-up qualitatifs en fait. Ouais. Et sans la peur par contre, parce que aussi, moi je sais qu'il y a des phases aussi, par exemple septembre, décembre, c'est les phases où je joue le plus et où j'ai pas de problème à faire, à doubler ou tripler des soirées et tout ça. Et il y a un truc très chouette. Mais ça, j'aime encore mieux quand j'ai du nouveau texte à tester, par exemple. Mais si t'as pas le temps d'écrire des nouveaux trucs que t'oses tester ou que, en fait, là, je me suis rendu compte, moi, je passe ma vie à écrire tout le temps. Mais il y a plein de trucs. Du coup, là, j'ai genre 5 pages de 3 carnets que j'avais écrits à la main. Donc, j'ai genre, je sais pas combien de trucs. Et t'es là, genre, bon, par où je commence? Et en fait, je sais pas, parce que les anciens sketchs, ils arrivaient de manière un peu naturelle. Et là, tu dis, je veux écrire du nouveau, je veux des nouveaux trucs. Est-ce que ça, c'est une chanson? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est un thème de sketch ou est-ce que ça, c'est juste une punch? Comment est-ce que... Et en fait, ça prend du temps et de l'énergie mentale. Et donc, moi, je suis un peu dans cette phase-là actuellement. Voilà. Mais c'est très chouette aussi. Mais pour répondre à ta question, enfin, on a facilement et rapidement pu jouer, c'est une vraie chance, et en plus rapidement on a aussi eu fin de soirée, donc on avait des dates à nous, et puis là tout où on avait aussi des dates à nous en tant que MC ou en tant que, et donc on a quand même pu avoir un truc régulier rapidement, facilement, et au point où on en est à se dire ok, comment on trie et comment on fait pour bien vivre ces scènes, parce qu'on a à côté des choses à faire aussi dans la vie. Bah, tu l'as mentionné un petit peu, Marine, mais comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez une méthode de travail ou est-ce que c'est par phase? Ça change tout le temps?
Eh ben là, je suis en train d'écrire quelque chose que je vais tester ce soir en anglais. Un texte complètement nouveau. Je vais jouer sur une scène queer. Et donc, moi, la façon dont je fonctionne, mais que je suis en train de peaufiner, c'est que souvent, j'écris tout. J'écris tous les mots, j'essaye de... Est-ce que t'as compris tous les mots aussi? J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Oui. Céline. J'écris tout. Et souvent, j'essaye de surligner ce qui est censé être un peu le truc drôle, la punch et tout ça. Et puis après, je le fais à l'oral. Et quand je le fais à l'oral, je me rends compte que ce que j'ai écrit n'est pas forcément naturel dans la façon dont je vais le dire. Donc, je réécris un petit peu. Et puis après, je vais le faire sur scène. D'abord, je vais souvent le faire de manière très scolaire, de la manière dont je l'ai écrit. Et en le faisant, je vais me rendre compte... ok, il y a ça marche, ça marche moins bien et tout ça. Okay. Je m'enregistre. Et puis après, quand j'ai fait quelque chose plusieurs fois, enfin après, je vais beaucoup faire ce texte en changeant des petites choses. Et puis après, je vais travailler par phase sur les textes. C'est-à-dire qu'il y a un texte que je vais faire longtemps et puis je vais un peu me lasser de ce texte, mais je vais me dire comment est-ce que je peux le spice it up. Et donc, je vais réfléchir plus maintenant que j'arrive à bien le faire. Je le sais maintenant, qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quels sont les moments de mou maintenant que j'ai fait ce texte une 20aine de fois? Qu'est-ce qui est mou là-dedans et qu'est-ce que je peux rendre plus chouette? Et là, je vais retester en fait. Je fais comme des V1 et des V2, mais par vague en fait. Je vais faire beaucoup de fois la même chose en me disant bien, ok, là ça marche pas. Vague 1, vague 2, vague 2, vague 3, etc. Par exemple, ce que tu as vu la dernière fois au réservoir, sur ton plateau, c'était la vague 2 du sketch de la danse contemporaine que je suis en train de travailler. Ok. Et toi, Marine, est-ce que tu travailles de façon similaire ou... Moi, je suis pas quelqu'un de très rigoureux, sauf si on parle comptabilité. Et là, alors là, laisse tomber. C'est vrai. Et tableau Excel. J'ai du mal à avoir une routine de travail très arrêtée. Donc ça va un peu dépendre. Là, je suis dans une phase où je me rends compte que j'ai peur de tester. Ça fait quelques mois. J'ai toujours énormément écrit. Quand j'étais jeune, j'avais 15 000 carnets intimes, que j'ai encore d'ailleurs. J'ai toujours eu des journaux, des trucs d'écriture. Toujours. C'est pas toujours... je pense que 80% c'est acheté par la fenêtre. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup écrit. Et en fait, ce qui était chouette au tout début, c'est qu'on a fait une formation à distance avec des Québécois, avec RHA Divertissement, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, mais qui nous a donné des méthodes de travail tous les mercredis. Donc c'est très rigoureux. Pendant 3 mois, on se voyait tous les mercredis. Et donc en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la régularité du travail qui était hyper chouette. Là, cette régularité-là, je ne l'ai que dans les chroniques, par exemple. Toutes les 2 semaines, je suis obligée d'avoir 3 minutes et demie de nouveau matériel que je finis toujours à 2h du matin la veille, mais soit. Pour les textes, comme j'ai pas d'obligation de créer du nouveau, là, je me sens, en fait, après mars-avril, je me suis dit, je vais me forcer à me mettre sur des scènes de test, justement. Parce qu'en fait, la première année, je me mettais sur des scènes de test et j'écrivais un truc 5 minutes, 1 heure avant la scène de test et c'était trop fun et tout ça. Et là, je sens que je suis dans une phase où j'ai tellement fatiguée, un peu claquée, que j'ai plus cette énergie-là et j'ai très envie de la retrouver, cette énergie-là. Donc, ça va vraiment dépendre des phases de trucs. Et par contre, en revanche, quand il y a un texte que j'aime bien et que je sens qu'il fonctionne bien, j'aime beaucoup le refaire plein de fois, m'enregistrer, m'écouter, l'améliorer. Et ça, c'est très, très kiffant. Hyper important de s'écouter et de se regarder. C'est insupportable, c'est horrible, mais il faut le faire. Ça, pour moi, c'est genre... c'est le truc qui fait le petit truc en plus, quoi. Ouais, bien sûr. Horrible moment. Terrible. Surtout quand t'écoutes un bide. Oh. Si vous aviez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up, ce serait quoi? Oh, il y en a tellement. Moi, je crois que ce que j'aimerais améliorer, c'est encore ma spontanéité et mon lâcher-prise sur scène, qui arrive quand je suis dans des moments de fatigue totale. Là, je n'en ai rien à faire et c'est souvent mes meilleures scènes. Mais bon, je vais pas m'épuiser juste pour être drôle sur scène, c'est pas une bonne méthode. Ça, et quand même abandonner du texte quand il fonctionne pas. C'est dur, c'est hyper dur parce que t'es là genre mais quand je l'écris j'adorais ce truc là, oui mais en fait les gens te suivent pas donc si tu l'as fait 12-15 fois et que les gens n'ont pas ri, soit tu le gardes parce que c'est très important pour soutenir autre chose mais tu sais pourquoi tu le gardes, soit il faut dire au revoir à ce texte et trouver une autre manière. Et il y a un exercice, il y a un livre qui s'appelle The Comic Toolbox. Et ils disent souvent qu'il faut faire 10 fois la version d'un truc pour peut-être trouver un truc drôle. Et en fait, je crois que ça... Et ça, j'ai très hâte d'avoir du temps pour faire ça.
c'est de tester 1000 façons de faire la même blague et de pas m'accrocher à mon texte, de tester ça. Il y a une scène dans The Wonderful Mrs. Maisel, qui est une série sur le stand-up, où à un moment c'est très clairement montré ce truc où elle teste 14 fois elle a une même idée, mais elle le teste plein de fois différentes. Et ça, j'ai envie de pouvoir le faire et d'abandonner du texte pour tester d'autres choses. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Moi, j'aimerais bien. Il y a un truc que j'admire pas mal chez Moana, c'est qu'elle elle excuse pas qui elle est sur scène. Je trouve que tu as un personnage qui est très, qui est toi. C'est toujours bizarre de parler de personnage en stand-up parce que c'est vraiment un mélange de qui tu es et en même temps la frontière est très très fine. Mais moi, j'aimerais bien réussir à assumer encore plus la singularité de mon personnage et être un peu moins people pleaser justement. Là, je suis en train de travailler sur le fait que je plairai pas à tout le monde, mais je peux me constituer mon pool de spectateurs et spectatrices qui m'aimeront bien moi et assumer complètement qui je suis et qu'est-ce qui me fait rire. Il y a pas longtemps, pareil, je me suis dit, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai fait une chronique qui était un peu moins punchée que les autres, mais j'ai eu plein de retours hyper positifs parce que c'était un truc que j'avais envie de raconter et c'était quand même drôle, mais c'était plus philosophique un petit peu. Et en fait, je me suis dit, c'était une chronique où je me rappelle le matin même, j'avais dit à une de mes potes, j'ai pas envie de m'excuser de ce que je veux faire, ce dont j'ai envie de faire. Et donc j'aimerais bien assumer encore plus sur scène ce que j'ai envie de faire vis-à-vis de moi, parce que c'est con, je pense encore au regard de mes parents parfois sur mes sketchs. Je pense encore au regard de mes amis, je pense au regard des autres humoristes. Il y a tous ces regards-là en fait qui ont beaucoup trop encore d'impact sur ce que j'ai envie d'écrire, ce dont j'ai envie de parler. Et donc ça, j'aimerais bien faire ce travail de me détacher de tout ça pour embrasser ma singularité. Voilà. Je te le souhaite d'y arriver. Merci. À fond. Et qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire du stand-up? Ce que j'aime le plus, c'est la sensation de joie et de diffuser de la joie. Quand ça se passe vraiment très bien, j'ai l'impression d'être comme un espèce de joyau qui reflète plein de lumière sur les gens. Je dis pas que je suis un bijou, mais je dis juste genre c'est comme si dans mon plexus solaire, j'avais une pierre qui qui diffuse de la lumière et de la joie aux gens. Et cette sensation-là d'être vecteur de joie pour toute une salle qui rigole avec moi de trucs trop chouettes et où je sens qu'elle est en train de passer un excellent moment, ça c'est ce que je préfère au monde. Ce que j'aime le moins, c'est les montagnes russes. J'aime pas du tout le fait que un jour c'est génial, et même une fois j'ai fait ça, j'ai fait le même texte à 2 scènes différentes, c'était exactement le même texte. La première scène, froid, je me suis dit j'arrête le stand-up en sortant de scène. J'ai vraiment dit c'était horrible ce moment, enfin j'ai pas du tout aimé, il y avait des rires mais c'était pas un bide mais c'était froid. Je fais le même texte, je clôture une soirée stand-up et c'est c'était génial quoi. Ouais. Triomphe, les gens sont venus me voir, m'ont dit on viendra voir ton spectacle et tout ça. Ce roller coaster là c'est assez fou. Ouais. C'est dur parce que des fois en plus c'est sur tu as l'impression que plus tu le fais du stand-up, plus tu dis je maîtrise tous les éléments qui vont faire que ça va bien se passer, et en fait il y a tellement d'inconnus sur pourquoi ça va bien se passer et pourquoi ça va pas bien se passer que c'est dur quoi. Ça c'est dur. Et toi Marine, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je vais commencer par ce que j'aime le moins, comme ça je finis par le positif. Okay. Je suis assez d'accord sur le roller coaster. Moi je lirais ça au doute en fait. Après est-ce que c'est la vie? Je sais pas. Mais en fait le doute, j'aime pas cette expression mais je vais l'utiliser parce que faute de mieux, je dois me faire violence pour me rappeler tous les jours que c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie et que j'ai vraiment envie d'en vivre et que c'est possible et que en fait j'ai déjà fait pleurer de rire des gens, donc il y a pas de raison que je le refasse pas. Et en fait tu dois vraiment te faire la méthode c'est méthode Coué, mais j'ai pas envie de citer ce connard. Mais non, Coué, oui, voilà. Coué, c'est un connard. Coué, c'est un mec de c'était le jeu de mots son émission de merde là. Oui. C'est la méthode Coué. Peut-être que c'était un connard, mais c'est possible. Non, c'est pas. Statistiquement, c'est possible. Mais pardon. Forcément, il écrit. C'est un homme qui fait du développement personnel. Excusez-moi. Mais de se le répéter en fait, et c'est dur parfois de juste. Et aussi, il y a eu une période, mais ça, je m'en suis vachement détachée, et ça, j'en suis plutôt contente, d'avoir l'impression que c'est important de se faire valider par les autres humoristes et surtout par ceux qui sont plus connus. Ouais. Spoiler alerte, non, on s'en fout. Et c'est tant mieux s'il y a des gens qui te soutiennent et tout ça, c'est trop bien. Mais en fait,
c'est pas ça le plus important. Mais il y a eu un moment au tout début où j'étais hyper attachée à ça, quoi. Mais ça m'est vraiment sorti au fur et à mesure que je trouvais mon truc et tout. J'en suis vraiment sortie. Il y a un peu ce côté, tu vois, genre la fame aussi et tout, dans laquelle que moi j'avais déjà touché du doigt quand je travaillais en tant que chargée de prod et qui me plaît pas des masses. Soit. Et ce que je préfère, c'est la sensation de communion. Quand, et non pas la communion catholique. Mais Dieu n'est jamais loin avec Marine Sergent. Dieu n'est jamais loin. Tu préfères la communion. Oui, comme c'est étonnant. C'est marrant ce mot. Quand on prend le corps du Christ. Non, pardon. De quoi tu parles? Tu ne parles pas du Tu parles pas du tout de stand-up. Et qu'on se met à genoux pour prier. Quand on commence le Notre Père. Enfin, ça, c'est incroyable. Bon, c'est génial. Venez voir mon spectacle. Non, ce que je préfère, la communion avec du coup avec le public en fait, où en gros le rire c'est quand même l'un des aspects le plus important du rire, c'est le fait que c'est pas contrôlable et le fait d'arriver à déclencher quelque chose d'aussi joyeux, d'incontrôlable chez plein de gens. Mais quel bonheur quoi. Et en fait c'est marrant parce que je parle parfois à des gens qui disent mais moi je pourrais jamais, c'est l'enfer sur terre, alors que je crois que c'est l'un des endroits où je me sens le mieux. En tout cas quand ça se passe bien. Ça se passe bien. Incroyable. Quand ça se passe bien, c'est démesuré quoi. Et donc cette communion avec plein d'inconnus, je trouve ça je trouve ça fou quoi. Ok, je comprends. Moi, je me rends compte que je vais sûrement pas le laisser, mais je vais le dire. Ça me fait rire. C'est que j'ai été chez ma psy et elle me dit mais vous montez sur scène, vous vous mettez en danger. Et je dis c'est le moment où ça va bien. L'avant-scène et l'après-scène, plus dur. Ouais. Beaucoup plus dur d'être au même endroit mais sans la scène. Mais laisse-le, hein, coupe pas ça, c'est hyper intéressant. Ah ben je Voilà. sais pas, je réfléchirai avec moi-même. Très bien. Je demanderai à ma psy, c'est je vrai le laisse dans le podcast ou pas? Et elle me dira, faites ce que vous voulez. Enfin, pourquoi vous demandez Elle votre validation? non, elle te dira pourquoi vous voulez ne pas le mettre dans le podcast. Elle te posera des questions. Tu sais, elle sera là. Pourquoi vous demandez si vous allez le mettre dans le podcast ou pas? Mais on a la même. Mais je pense avoir fait le tour un peu de ce que vous avez fait. J'aurais voulu aller plus dans les détails, mais on est aussi pris par le temps. Non. Donc, je vous souhaite une longue carrière. On fait pas le name dropping. On va faire le name dropping. Ah, pardon. trop bien, merci Parce que, Régis. comme il est dans tous les épisodes, je veux clôturer avec le name dropping. Je vais juste vous demander de dire les premiers trucs qui vous passent par la tête, Ouais. de pas réfléchir. Donc, peut-être que ce sera pas l'humoriste que vous vouliez citer, mais ce sera en tout cas celui qui vient en tête à ce moment-là. Ça va. Mais Très voilà. bien. Donc, on va passer au name dropping. Je vais vous demander de donner un humoriste, une humoriste pour chaque catégorie, que la personne soit québécoise, française, allemande, juste une personne pour chaque catégorie. Ça va. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que vous avez rencontré. Verino. Verino, ok. InnoJP. L'humoriste qui vous a inspiré ou vous inspire actuellement le plus. Anna Gatsby. Anna Gatsby. Je pensais qu'on le dirait en même temps. 3, 2, 1. Anna Gatsby. L'humoriste qui pour vous écrit le mieux. Marina Rollman. Lisa Delmoitier. Oh waouh, Ouais, ses chroniques sont Lisa Delmoitier. hallucinantes. Lisa Delmoitier. Et en plus, elle en fait une par jour. Quoi. Non, mais Et à elle est chaque fois, incroyable. C'est bien écrit. C'est ouf. Et les angles qu'elle fait et tout, c'est Une génie. incroyable. Bravo Lisa. L'humoriste qui, selon vous, joue le mieux. La personne qui vend le mieux ses blagues par son jeu. Dena. Comment il s'appelle le Québécois là dont on a vu? Pierre-Yves Roy Desmarais. Pierre-Yves Roy Desmarais. Ok. Aussi, très fort. Et un humoriste qui vous a surpris, un ou une humoriste qui vous a surpris dernièrement. Quelqu'un soit que vous connaissiez pas du tout et qui vous a mis une claque, ou alors quelqu'un que vous connaissiez mais qui est revenu avec quelque chose de ouf ou qui a progressé énormément, ça vous a surpris vraiment. Plutôt dans quelqu'un qui vient de commencer, Alba. Elle est hyper surprenante et j'aime beaucoup son univers. Hein. Je trouve ça très fort ce qu'elle fait. Ben, on va aussi faire sur quelqu'un qui débute, mais pas tant que ça maintenant, mais quand même. Alice Connard. Oui. Ouais. Elle est très très forte. C'est une excellente improvisatrice. Et sur scène, en tant que stand-upeuse, elle est très très drôle. Et maintenant, on passe à la dernière partie qui est un peu plus compliquée parce que vous n'avez pas beaucoup de temps de réflexion et je suis désolé. Je vous demande de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire la personne qui vous fait le plus rire entre les deux personnes. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas de talent, ça veut juste dire qu'elle vous fait rire à 1% de moins que l'autre. Il y a Lola dedans, c'est dur. mais je te casse la gueule. Il y a Lola dedans, bien Oh sûr. putain, j'ai dit putain. Alors, premier choix entre Taylor Tomlinson et Sarah Silverman. Taylor Tomlinson. Ok. Entre Michelle Wolf et Daniel Sloss. Daniel Sloss. C'est pas mis en scène, hein. Non, non. Je précise qu'on répond en même temps, mais que... Le choix suivant est particulier dans le choix des gens, mais j'aime beaucoup que vous deviez choisir entre les trois. Entre Anna Gatsby, Oui. Lola Destienne Oh. et Jérôme Commandeur, qui est la personne qui fait le plus rire Moana, apparemment. Oui, c'est vrai. Dégueulasse. J'aurais dû dire Jérôme Commandeur qui m'a surpris parce que j'ai vu un de ses sketchs qui était incroyable. C'est dégueulasse de faire ça. Mais pour moi, je pense qu'elle va comprendre si on dit ça. Tu crois? Oui, elle va comprendre. Jérôme Commandeur. Elle va comprendre.
1, 2, 3. Anna Anna Gatsby. Je pense quand même, Lola, si tu nous écoutes, que tu peux reconnaître que Anna Gatsby est un peu plus loin dans son procès. Mais on t'aime. Mais- Mais en plus, toi, t'aurais choisi. Toi, tu nous aurais jeté par la fenêtre dans un. Mais si t'avais évidemment, pas- elle nous aurait. Petit ange parti trop tôt. Juste toute petite aparté. Jérôme Commander, sa carte blanche dans LOL qui ressort. Incroyable. Une pépite de chaque milliseconde de ce qu'il fait est exactement ce qui me fait rire. Voilà, regardez ça, c'est incroyable. Entre Marina Rollman et Virginie Fortin. Oh, trop dur. Ah, c'est dur ça. Merci Lola pour les Si, choix. Marina Rollman. Tu peux dire Virginie Fortin, comme ça il y en a un. Bah, en fait, les chroniques de Marina Rollman me font vraiment beaucoup rire. Son spectacle est vraiment bien, mais le spectacle de Virginie Fortin, j'ai C'est une claque. pleuré de rire. Ouais, ouais. J'ai pas pleuré de rire au spectacle de Marina Rollman, j'ai beaucoup ri. Mais, ok, Virginie Fortin. Moi je dirais Virginie Fortin, mais j'ai eu l'occasion de voir ces 2 spectacles en live. Incroyable. Ouais. Incroyable. On l'a vu au Kings et à un moment, On pleurait. Ah ouais à la fin, je dis à Moana, mais viens, on va aller lui dire bonjour. Elle me dit, mais ce serait comme rencontrer Dieu. J'étais à t'exagérer pas un tout petit peu. Ah, donc Et- Dieu jamais loin pour Moana Fun aussi. fact. Je vais juste lui envoyer cet extrait. Oui, s'il vous plaît. Fun fact, j'ai joué avec sa sœur au mondial d'improvisation. Oui. Avec Corinne Fortin. Voilà. Choix suivant, entre Pierre-Yves Roy Desmarais Oh, et Panayotis Pasco. Pierre-Yves Roy Desmarais. Démarrer, ouais. Entre Anthony Circus et Florent Lawson. Moi, je sais. Laurent Lawson. Sorry Anthony, mais on Ouais, t'aime mais beaucoup. mais Florent c'est- Lawson, j'ai aussi pleuré de rire en l'écoutant. Ah, moi aussi. Entre Lisa Delmoitier et Fanny Ruet. Lisa Delmoitier. Et dernier choix, Bah oui, oui, J'ai moi, un peu c'est un truc clair. de- entre Lou Trottignon Oh, et Dena. Oh l'enfer, c'est c'est trop impossible. dur, ça. Impossible. C'est Bah, moi, trop comme... Attends, dur. non, Moana, tu sais pourquoi pour moi c'est pas trop dur? Parce que Dena, c'est pas ma meilleure amie, d'accord? Donc je peux dire Dena, ne l'écoute Lou pas. Trottignon, même si ça se joue à un poil de cul. Oh, mais pour moi, c'est trop dur. C'est trop dur. Je suis content de dire que j'ai bien choisi. Ah, c'est Oh, impossible. J'aime tellement Lou. Lou est un génie. Hein, Mais après, j'adore Dena aussi, C'est mais- incroyable ce que fait Lou, mais qui me fait pleurer de rire, Dena. Moi, c'est Lou qui me Dena, une mimique et je suis au sol. Quoi. Après, elles sont meilleures amies hein, aussi, donc il faut. Ouais, Il y a de la ouais. jalousie. Mais Lou Trottignon, allez voir ce que fait Lou. Lou, c'est vraiment une personne incroyable. Lou, c'est the humoriste. J'ai 2 parents très versaillais, d'accord, et voilà, et très traditionnels. Lou parle de transidentité de manière incroyable, Oui. et j'encouragerais mes parents à aller voir le spectacle de Lou Trottignon, alors que je sais que mes parents connaissent pas grand-chose à la transidentité et veulent comprendre, mais voilà, et c'est le spectacle que je conseillerais pour pouvoir en C'est parler. Quoi. drôle. Qu'est-ce que hilarant. c'est drôle. C'est drôle. Essaye pas de dire c'est drôle alors que tu t'as choisi Dena. Mais Dena, c'est aussi que je l'adore, donc c'est pareil. Dena, j'ai C'est hyper pleuré de dur. rire En vrai, dans c'est hyper dur. Mais Dena est déjà dans un ancien épisode du podcast et Lou, je lui ai demandé de faire le podcast, il a accepté. Donc Trop j'ai hâte bien. d'enregistrer. Trop bien. Ça va être un chouette épisode. Il est Grâce hilarant. à votre gala que j'ai pu aller Tu l'as voir. rencontré. C'est là que je l'ai rencontré, je voulais en voir encore un petit peu plus parce que j'aime voir ce que font les artistes avant de les recevoir dans le podcast. Oui, C'est pour ça que je suis allé voir aussi votre spectacle, fin de soirée, parce que j'aime voir les choses pour pouvoir en parler en ayant connaissance de cause. Et aussi pour recommander les spectacles en disant « Hey, ce spectacle-là, je l'ai vu, il est bien. Ok. Tu veux dire que t'aimes bien parler de choses que tu connais? » J'essaie. C'est rare. Bah, Bravo. écoute, félicitations. Ça marche. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, donc je suis obligé de la poser à celle-ci également. Quel est l'humoriste que vous voulez entendre dans le prochain épisode? Bah alors, Lou, d'office. Dani, ça peut être vraiment cool de la voir. Mao Drama aussi, Ok. peut-être. Camille Giry, sinon, que j'ai pas vu, mais elle passe au Kings le 4 avril. Ok. C'est Camille de Camille et Justine. Je sais pas si tu connais le duo YouTube. Justine Loza. Loza. Justine Loza Ouais, je vois bien le duo. Ouais. Et J'ai une amie que vous connaissez qui s'appelle Blandine qui m'envoie souvent des vidéos de ce duo. Moana connaît pas Blandine. Moi, j'ai habité avec Blandine, donc Ok. je la connais bien. Mais oui, oui. Voilà. et ben, Dédicace à Blandine aussi. ben De Camille ouf, big up. Camille Giry fait un spectacle qui s'appelle Moyenne que j'ai très envie de voir et je pense que ça peut être très bien parce qu'elle est très féministe et très chouette. Anna Godefroy. Qui Il joue est- sur mon plateau ce soir. Eh ben voilà. Trop Léopold de Marchand. Oui, lui qui est un auditeur du podcast. Eh ben que voilà. malheureusement, je ne peux pas voir le jour où il joue son spectacle parce que je joue le même soir. Je te raconterai. Mais Je j'essaierai d'aller voir son pensais spectacle. à Swan Périssé aussi. Ah ouais, de ouf, Swan Périssé. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Désolé d'avoir dû accélérer un petit peu à la fin. J'espère que l'épisode vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, c'était C'est super. super, Régis. Merci beaucoup, Merci. Régis. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.